Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à cette 4e édition des Assises de l'auto-entrepreneur. C'est la 2e fois qu'on est accueillis dans les locaux de la MAS de Paris. On va vous passer, juste avant de commencer, de laisser la parole à Grégoire Leclerc, le président de la Fédération, une présentation de l'un de nos partenaires de cette conférence, Evo Portail. Et après, Grégoire vous présentera tous les autres partenaires, dont Smile and Pay. Donc, si on peut lancer la vidéo. Vous souhaitez devenir auto-entrepreneur et obtenir votre SIRET, mais entre connaître les formalités, les obligations et la comptabilité, on peut vite se noyer dans l'administratif. Chaque jour, comme plus de 1000 auto-entrepreneurs en France, lancez-vous avec Evo Portail. Nos spécialistes vérifient votre éligibilité à l'auto-entreprise, vous informent des aides dont vous pouvez bénéficier et vous guident dans l'élaboration de votre dossier. Vous obtenez ensuite votre numéro de SIRET pour démarrer. En plus, votre espace de gestion en ligne Evo Portail vous permet de créer des factures, de suivre votre activité et même d'avoir le rappel de vos déclarations. Et tout au long de votre vie d'auto-entrepreneur, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner vers le succès. Donc merci. Après, Grégoire va vous présenter tous les partenaires. Bien. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Je vais prendre le micro à la main, sera plus simple. Bon, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, les présidents, les directeurs et directrices, mesdames et messieurs, les auto-entrepreneurs, et puis vous tous qui êtes ici présents ce matin, je voulais d'abord vous souhaiter, bien sûr, la bienvenue à ces 4e assises, comme l'a dit Frédéric, de l'auto-entreprise, à la MAS de Paris. C'est la 2e fois qu'on les fait ici, c'est la 4e fois qu'on tient nos assises. Chaque année, on essaie de monter en puissance, d'avoir un programme de plus en plus étayé, d'avoir des thèmes de plus en plus aboutis. Et j'espère qu'on pourra vous le démontrer ce matin. Alors, je veux d'abord remercier nos partenaires, c'est important, qui nous ont permis d'organiser cette rencontre et bien sûr sans lesquels rien ne serait possible au sein de la Fédé, qui bien sûr repose sur l'adhésion des membres et aussi sur le soutien de nos partenaires. Alors, je ne représente pas Evo Portail. Evo Portail, c'est bien sûr un portail partenaire de la Fédé depuis maintenant 4 ans, qui accompagne un certain nombre, beaucoup d'auto-entrepreneurs dans leur quotidien, qui les guide, les conseille, qui travaille avec nous sur la conformité complète de ce qu'ils disent aux auto-entrepreneurs et de ce qui est réel dans la loi. Donc c'est un portail très sérieux. Et aujourd'hui, ils ont agrégé autour d'eux plus de 100 000 auto-entrepreneurs en France. C'est un beau succès. Ensuite, Smile and Pay, qui sont des partenaires depuis maintenant quelques mois et qui ont lancé une solution française d'encaissement par carte bancaire pour tous les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas forcément le besoin prégnant d'avoir un terminal de paiement physique. Et donc c'est quelque chose d'assez innovant que vous pourrez peut-être découvrir tout à l'heure, qui fonctionne très bien et qui simplifie l'encaissement pour les auto-entrepreneurs. Ensuite, je vais vous parler rapidement de Bboss. Alors Bboss, c'est une de nos plateformes partenaires de cet événement. Bboss, c'est une des 25 plateformes avec lesquelles nous avons des discussions et des contacts au quotidien. C'est une plateforme de service aux particuliers par l'intermédiaire de grandes entreprises, mais je laisserai Sergi en parler mieux que moi, et qui accompagne finalement le quotidien des particuliers dans leur gestion du tout venant, que ce soit du petit bricolage, de la garde d'enfants, du soutien à domicile. Et dans la même lignée, dans la même logique un peu que Bboss, nous avons la chance d'avoir SOS Jobber ce matin avec nous, qui participera aussi à une table ronde, qui est la première plateforme de confiance. Alors la logique derrière SOS Jobber, c'est de donner de la confiance dans le service qu'on commande auprès d'un partenaire, d'un prestataire indépendant. Ce prestataire étant qualifié, étant déclaré, étant noté, étant scoré, étant finalement en confiance avec nous pour lui confier des missions. Certains sont auto-entrepreneurs, une grande partie, d'autres sont sur d'autres régimes. Mais là encore, ça fait partie du maillage et du tissu économique français. Et puis, bien sûr, je dois remercier les partenaires institutionnels. Les partenaires institutionnels, on en a beaucoup à la Fédé,
mais tous ne sont pas finalement de la même importance pour nous, parce qu'il y en a avec qui on travaille presque au quotidien. Alors notamment ce qu'on appelait avant l'APCE, maintenant qui s'appelle l'Agence France Entrepreneur, il faut que je m'y fasse, que le nom a changé. L'Agence France Entrepreneur qui nous accompagne et qui nous aide souvent sur des questions de décryptage des textes ou d'analyse de certaines évolutions du régime. Et ce matin, l'AFE viendra apporter son éclairage sur les évolutions, en tout cas les règles de fonctionnement du régime. Et je vous redirai tout à l'heure que ce régime bouge trop. Hein, mais ça, c'est un sujet, je ne vais pas devancer mon propos. Le RSI, avec lequel nous entretenons des relations très étroites. Quand je dis très étroites, c'est vraiment des relations très étroites. On a beaucoup de facilité et beaucoup de sympathie à travailler avec le RSI, parce que pour régler un certain nombre de sujets, pour améliorer la protection sociale, pour simplifier les procédures, pour gérer des cas d'usage comme notamment le prorata temporis dans un certain nombre d'auto-entrepreneurs, on se tourne vers le RSI et le RSI nous accompagne, le RSI nous aide, et on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux. C'est très constructif. Et puis enfin l'URSSAF, bon, tout le monde connaît l'URSSAF. L'URSSAF, alors aujourd'hui c'est l'URSSAF Paris-Île-de-France qui est représenté. On a dans certaines régions des relations là aussi assez proches avec certaines directions régionales des URSSAF. C'est important parce que l'URSSAF est l'interlocuteur le plus reconnu par les auto-entrepreneurs, parce que c'est lui qui tient le portail d'inscription, c'est lui qui tient le portail de déclaration, et c'est auprès de lui que se tourne l'auto-entrepreneur quand il a une question à régler, que ce soit une question de déclaration, une question de recouvrement, une question de déménagement, une question de radiation, bref, c'est l'URSSAF. Et donc c'est important que l'URSSAF soit là ce matin et en plus vienne débattre avec nous sur le sujet sensible du salariat déguisé et de la requalification en contrat de travail, en lien bien sûr avec le travail des plateformes. Voilà, et puis je voudrais quand même terminer par un petit remerciement à l'équipe, parce que la Fédé c'est des partenaires, c'est des adhérents, mais c'est aussi une équipe. Alors il y a un certain nombre de gens qui sont là ce matin qui ont contribué à cet événement, notamment Frédéric David qui parlera tout à l'heure un petit peu de notre organisme de formation, qui est membre actif du bureau et qui travaille beaucoup, qui travaille presque au quotidien pour la Fédé, qui travaille beaucoup pour que tous les petits détails, les petites choses et les grandes choses soient bien faites. Sandrine qui est notre reporter d'images pour la matinée et qui va, comme maintenant à chaque fois, filmer en direct ces assises et les retransmettre en direct sur YouTube. Et on a une belle visibilité sur YouTube, on a eu jusqu'à 500 connexions lors de nos précédentes assises. Donc on a beaucoup de gens qui ne sont pas là dans la salle mais qui sont là à distance. Et quand on a 500 auto-entrepreneurs partout en France qui suivent ce qui se dit et qui se tiennent au courant de l'actualité d'un régime qui bouge tellement, c'est déjà une prouesse. Et puis Ludovic Badaud, enfin, qui est à ma droite, et qui va pendant toute la matinée animer les tables rondes. C'est le secrétaire général de la Fédé, il connaît très très bien le régime, et il animera avec beaucoup de talent les deux tables rondes qui vont suivre. Alors maintenant un petit point quand même sur d'abord sur le régime et puis sur ces assises. Alors on organise des assises pour quelles raisons ? Parce que finalement, on pourrait se dire, c'est peut-être un peu dépassé, c'est peut-être trop institutionnel, c'est peut-être pas assez dynamique. Bon, c'est l'obligation de l'exercice. Mais en fait, pas du tout. Pour nous, il y a trois raisons fondamentales qui nous imposent finalement, qui nous obligent à réaliser ces assises de manière régulière. La première, c'est que le temps passe. Les gouvernements se succèdent, ça ne vous aura pas échappé, les dispositions aussi, la campagne présidentielle s'annonce et hélas, comme trop souvent et depuis maintenant 9 ans, on voit le régime annoncer des nouvelles mesures de modification, des nouvelles mesures de complexification, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc la simplicité, la lisibilité de départ, la facilité de prise en main, tout ça, on doit le défendre, on doit le dire, on doit être entendu, on doit le faire savoir. Et c'est important pour nous que dans ces mouvements peut-être un peu rapides de la politique, on se pose et on dise une bonne fois pour toutes qu'on a envie de défendre notre régime. Ensuite, le monde politique bouge, mais aussi le monde économique. Le monde économique qui change, et je le disais tout à l'heure avec un d'entre vous, il y a encore 18 mois, le mot d'ubérisation n'existait pas.
Les plateformes digitales étaient encore hyper confidentielles. Il y avait 3 ou 4 plateformes un peu connues qui avaient commencé à émerger sur le territoire français, mais on était loin d'imaginer un phénomène comme de plateformisation, d'ubérisation, de jobérisation, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, on voulait faire un état des lieux et commencer à poser un certain nombre de choses sur l'analyse pour construire la protection de demain, les fonctionnements de demain. Et puis enfin, le troisième élément, c'est qu'on aime le débat, on aime la confrontation, on aime les idées, on aime aussi les enquêtes, on aime les chiffres, on aime les analyses pointues, et on aime dire que nos propositions sont faites non pas sur la base d'un petit comité théodule rassemblé le soir dans je ne sais quel bureau parisien pour imaginer trois mesures, mais qu'au contraire on les a construites avec tous ceux qui ont participé à notre réflexion, tous ceux qui ont apporté des idées, tous ceux qui nous ont écrit, ceux qui ont répondu à nos enquêtes, ceux qui ont fait des commentaires, ceux qui ont témoigné et qui ont montré à quel point parfois il est encore très dur en France de créer une entreprise, de développer une entreprise, de se dépatouiller, excusez-moi l'expression, avec les démarches administratives. Alors le régime, vous connaissez les chiffres, les grands chiffres, hein, c'est 1 100 000 auto-entrepreneurs administrativement actifs. C'est à la fin de l'année dernière, donc au 31 décembre de l'année dernière, 619 000 auto-entrepreneurs économiquement actifs, c'est-à-dire ayant déclaré un chiffre d'affaires, pour un total de à peu près 8 milliards d'euros, à peu près, un petit peu moins de 8 milliards d'euros, et pour un chiffre d'affaires trimestriel qui avoisine les 3 400 euros. Alors n'en faites pas une règle mathématique en multipliant par 4, parce que ça ne donnera pas le chiffre d'affaires annuel. Il se trouve que c'est comme ça. Le chiffre d'affaires annuel il est plutôt de 10 000 euros, et le chiffre d'affaires trimestriel de 3 400, parce qu'il y a notamment beaucoup d'activités saisonnières qui du coup ne s'exercent que pendant 2 ou 3 trimestres. Bon, mais ça, c'est, on va dire, le panorama général du régime. Sauf que, quand on commence à creuser, quand on commence à gratter, on voit bien que depuis 2 ans, nous souffrons. Et depuis 2 ans, nous souffrons, alors je vais revenir sur un sujet que certains connaissent par cœur dans ma bouche, mais je vais revenir sur le sujet de la fameuse loi Pinel. Oui, nous avons souffert de la mise en œuvre de cette loi Pinel, parce que nos pronostics ont hélas été les bons. La création d'entreprise s'est écroulée de 21% suite à la mise en œuvre de cette loi. 21% c'est pas rien. 21% c'est énorme, et 21% n'a pas été comblé par le transfert de ces activités vers d'autres régimes, contrairement à ce que certains pourraient prétendre. Pas du tout. La création d'entreprise s'est écroulée suite tout simplement aux mesures de complexification. Et donc je crois qu'il n'est même pas besoin de le démontrer, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Plus on complexifie l'accès à la création d'entreprise, plus les gens s'en détournent. Plus les gens ont peur des démarches, plus les gens ont peur du stage obligatoire, plus les gens ont peur de l'immatriculation, plus ils se détourneront. Et le constat, il est clair, moins on a de création d'entreprise, plus on a de travail au noir, plus on a de travail souterrain, plus on a de gens qui, au lieu d'être inscrits et de déclarer, font des activités sous le manteau. C'est évident. Et ces 21% qu'on a perdus, on les rattrapera pas facilement. Donc on a souffert de voir ces stages, on a souffert de voir ces démarches, on a souffert de voir ces immatriculations inutiles. Je sais que les chambres de commerce et les chambres de métier ne vont pas apprécier ce propos, mais ces immatriculations, elles sont coûteuses, elles sont longues, elles sont physiques. On est obligé de se déplacer en chambre de commerce, en chambre de métier, et malheureusement, contrairement à la promesse de départ, elles n'apportent rien. Trouvez-vous normal que depuis 2010, les chambres de métier immatriculent tous les auto-entrepreneurs artisans en activité principale, et qu'ils n'aient pas publié une seule étude, une seule statistique, un seul tableau, une seule donnée sur la façon dont se comportent les auto-entrepreneurs dans les chambres de métier. La cause fait une publication tous les 6 mois, hyper détaillée. On ne demande même pas ça, on demande juste une vision un petit peu globale de ce qui se passe dans ces répertoires et dans ces registres. On ne l'a même pas. Donc on a souffert de tout ça. Ceci dit, on ne va pas se plaindre. D'abord, on ne va pas pleurer parce que ça ne sert à rien de pleurer. Il vaut mieux agir. Et puis parce que on a un rêve, c'est d'une part, concernant le régime, de revenir à la simplicité originelle, de revenir finalement au fonctionnement de départ qui rendait ce régime si attractif, si attrayant. Et donc un certain nombre de complexifications qui ont été apportées doivent être revues. Ça, on le dira tant que nous serons là, tant que la Fédé sera là, elle le dira, nous voulons plus de simplification, nous voulons revenir à la simplification de départ. Ensuite, nous voulons revenir sur le terme d'auto-entrepreneur. Dans quel monde de fous vivons-nous, très honnêtement,
pour avoir été capable d'appeler de la même chose deux régimes différents. C'est comme si on appelait une pomme et une poire pomme. Le micro-entrepreneur existait depuis 1990. Le régime de micro-entrepreneur ne fonctionne pas comme le régime d'auto-entrepreneur. Il y a des cotisations minimales, par exemple. Et on s'est mis en tête, alors qu'il y a encore 180 000 micro-entrepreneurs anciens qui exercent aujourd'hui, d'appeler les auto-entrepreneurs des micro-entrepreneurs. Comment mieux rendre les choses compliquées? On ne pouvait pas faire plus compliqué, je pense. Et d'ailleurs, j'en parle assez régulièrement avec un certain nombre de journalistes qui me disent toujours ne plus s'y retrouver. Et c'est très clair, je ne vois pas comment on peut se retrouver dans deux appellations identiques pour deux régimes différents, ça n'a pas de sens. Bon, et puis on a d'autres rêves. Hein. Notre rêve numéro 2, c'est d'améliorer la protection sociale. Notamment le sujet du PLFSS 2017 concernant la CIPAV et l'accès des auto-entrepreneurs à l'indemnité journalière. On a en cours de discussion dans le PLFSS le fait que certaines professions pourraient rejoindre le RSI plutôt que de rester affiliées à la CIPAV. C'est une mesure que nous avons effectivement très fortement soutenue pour au moins deux raisons. La première, c'est que ça sera plus simple. On n'aura qu'un organisme. Pourquoi deux organismes? Un pour gérer la maladie et l'autre pour gérer la retraite? Très honnêtement, quand on découvre un matin qu'on est indépendant, découvrir le lendemain qu'on a deux caisses, c'est encore plus compliqué. Bon. Et je parle pour un certain nombre de gens qui sont là parce qu'on leur a demandé ou parce qu'ils ont décidé de devenir auto-entrepreneurs, mais ce n'était pas non plus le seul sens de leur vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, se retrouver avec deux caisses, c'est compliqué. Et se retrouver à la CIPAV qui ne verse pas d'indemnité journalière, c'est injuste. Et donc, pour 0,2% de cotisation en plus, puisqu'en réalité, si on était affilié au RSI, on paierait 0,2% de cotisation en plus, l'ensemble des auto-entrepreneurs qui ne seraient pas à la CIPAV pourraient enfin bénéficier des indemnités journalières selon les critères du RSI d'aujourd'hui avec un chiffre d'affaires minimal. Et puis dernier point, la CFE, la fameuse CFE, la fameuse cotisation foncière des entreprises qui tombe dès la deuxième année et qui pénalise les petites activités. Les activités de moins de 5 000 € par an sont très fortement pénalisées par cette cotisation foncière, qui est une cotisation arbitraire décrétée au niveau local, qui peut s'élever à 500 ou 600 € et qui, bien sûr, quand vous faites 3 000 € de chiffre d'affaires, est quasiment confiscatoire. Et d'ailleurs, je ne trahis pas de secret en vous annonçant que 450 000 auto-entrepreneurs n'ont pas payé leur CFE cette année alors qu'ils ont reçu l'avis d'imposition. Mais c'est pas étonnant, parce que de toute façon, ce type de taxe, d'une part, c'est très difficile à prélever, et d'autre part, c'est très difficile à expliquer. Basons-nous sur ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est quoi? C'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, appliquons la règle simple, 2% du chiffre d'affaires pour la CFE, et on le reversera aux communes. Et puis au moins, ça motivera les communes à faire en sorte que leurs petites entreprises aillent bien. Voilà. Et puis, concernant la FEDE, on continue à se développer. Ça fait 7 ans qu'on existe. On va refondre notre site web que vous découvrirez dans 3 semaines. On va élargir nos services de conseil, parce que c'est important et que nos adhérents nous les demandent. Donc, on fera de plus en plus de conseils aux membres. On va faire monter en puissance la FEDE Academy, mais là, je ne vais pas devancer le propos de Frédéric qui va vous faire une petite page de pub sur notre organisme de formation. Et puis, et ça c'est peut-être le sujet le plus important que la FEDE veut développer, nous allons de plus en plus accentuer le débat et rassembler les gens autour de l'ubérisation. C'est un sujet central. J'ai cofondé l'Observatoire de l'ubérisation il y a 1 an dans une autre association pour discuter d'un peu tous ces sujets mais de manière plus large. Au sein de la FEDE, notre objectif à nous, c'est d'être la fédération qui rassemblera d'un côté les plateformes, de l'autre les auto-entrepreneurs pour que à la fois les donneurs d'ordre et les prestataires de services puissent se parler, puissent construire un vrai dialogue, finalement un vrai dialogue social, hein, on peut utiliser ce mot-là, entre les uns et les autres, puissent contribuer à ce que la protection sociale soit améliorée, non pas en passant devant les tribunaux, prud'homo en général, ou en passant devant la loi, devant le Parlement, mais plutôt en discutant entre nous. On peut faire des choses très intelligentes. Vous verrez dans la première table ronde un certain nombre de témoignages de plateformes qui ont imaginé des mesures pour améliorer le quotidien, pour améliorer la protection, pour améliorer le suivi des autres entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Donc construisons un peu le syndicat 3.0, si on veut, du travail de demain, de la nouvelle forme de travail, et faisons en sorte que on puisse améliorer les conditions d'exercice des auto-entrepreneurs en lien avec les plateformes.
Voilà. Donc on a déjà rencontré 22 plateformes, on en a une quarantaine en tout qui se sont portées volontaires pour être de plus en plus proches de notre fédération. Et je rappelle d'ailleurs que ça a déjà du sens puisque avec 12 plateformes, 12 d'entre elles, nous sommes allés voir Myriam El Khomri et nous avons contribué à écrire le fameux article 60 de la loi travail qui inscrit une première responsabilité sociale des plateformes à l'égard de leurs indépendants. Mais ça, on en parlera dans la deuxième table ronde, donc je ne devance pas le propos. Voilà, au programme des assises, donc 2 tables rondes et une petite présentation, l'évolution du régime et notamment un tout petit peu d'actualité sur l'année 2016. Une table ronde sur la relation entre les plateformes et les auto-entrepreneurs avec une enquête que nous avons montée à la Fédé pour mesurer la manière dont les auto-entrepreneurs vivent leur relation avec les plateformes. Et puis une deuxième table ronde qui est intitulée « Notre modèle social en question ». Et au sein de laquelle nous parlerons avec le RSI, avec l'URSSAF, de la requalification, du salariat déguisé et de la protection sociale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse immédiatement la parole à Frédéric pour la page de publicité. Donc rebonjour à tous. Donc je suis trésorière de la fédération, mais aussi formatrice sur le terrain. Et la fédération depuis 2009 je suis un peu surprise avec les micros, excusez-moi, s'est concentrée sur l'évolution légale du régime, sa réglementation, sa défense. Et enfin, on va rentrer dans une nouvelle phase qui va être d'accompagner le créateur au quotidien, mais dans le pratico-pratique. Moi-même, créatrice d'entreprise, je suis partie aussi, on est un petit groupe avec Florian Guénel, de nos constats, de ce que l'on rencontrait, et des fois des décalages des formations qu'il y avait. Donc on est parti sur l'idée de créer des formations qui va vraiment répondre aux besoins du créateur, qui a souvent une idée, mais n'est pas un chef d'entreprise. Donc comment on peut l'aider à faire ça ? L'idée, c'est de partir sur une communication décalée. Et donc, on a créé cette formation phare qu'on va développer sur toute la France. Bien parler, bien se présenter, bien se vendre. Sur une communication donc décalée. Pourquoi ? Parce qu'on a fait appel à un illustrateur et un auteur qui nous ont fait... Alors, vous avez vraiment les toutes premières moutures. Il y aura 4 supports. Et on a trouvé 2 comédiens de choc et de charme ce matin qui vont vous relire les petites bulles. Donc l'idée, c'est de partir du constat courant de la vie d'un créateur. Et si on parlait de votre projet ? Oula, ça marche. Je suis un jeune, enfin j'ai 32 ans, je ne sais pas trop si on peut dire que j'ai monté ma boîte, voilà. Donc du coup, la personne un peu initiative, c'est un peu ce que les entrepreneurs vivent au départ. On a une idée, mais on n'arrive pas à l'exprimer, on ne sait pas comment faire. Et le deuxième... Alors, c'est quoi votre histoire ? Un mix entre de l'aquatique et du liquide, vous voyez ? Je me suis dit, Dimitri, de quoi tout le monde a besoin dans la vie, c'est ça le secret du business, anticiper les besoins de mi-aquatique, mi-liquide, et un peu moins froid. De l'eau tiède. On peut dire ça comme ça aussi. Donc voilà, on a une idée, comment on la met en pratique, et du coup cette formation va vraiment avoir pour objectif en 2 jours que les gens sortent dynamiques, sachant enfin se vendre, sachant aller dans une soirée de networking. Et c'est là-dessus, on va vraiment partir sur des programmes de formation très très différents parce que ça mélange les compétences de chacun d'entre nous et de ce qu'on a appris sur le terrain. On aura des formations aussi très basiques pour apprendre à faire son site internet parce qu'aujourd'hui c'est très bien d'être sur le web, mais si on est mal référencé, et malheureusement avec beaucoup de sites gratuits, c'est ce qui se passe. Donc c'est donner des outils aux créateurs. Et tout ça, donc vous voyez les villes Lyon, Paris, Nantes, Lorient, Bordeaux, Rennes, Nice, Brest. Et vous pourrez aller voir le nouveau site de la FEDE Academy qui aura son site, qui a son site dédié désormais. On propose aussi des rendez-vous à distance d'1 heure pour informer les gens, les aider. Donc on a une petite salle virtuelle et des gens, jusqu'à présent, on est à 100% de taux de satisfaction et on va faire en sorte d'y rester. Voilà pour ma partie. Je vais ensuite demander à Sophie de l'AFE, donc l'ex-APCE, de nous rejoindre, qui va vous présenter les principes du régime de l'auto-entreprise, les fausses nouveautés, parce qu'il n'y en a pas vraiment, de la loi Sapin 2, et puis après on pourra partir aux tables rondes. Merci. C'est très simple. Tu vas à droite et à gauche. Tu peux gérer tes slides toute seule. D'accord. En avançant, voilà. C'est à droite, hein, bien évidemment. D'accord.
Faut pas toucher au micro. Ah, je faut pas, pardon. J'avais peur, comme je suis un peu grande, qu'on m'entende mal. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sophie Genéron, je suis juriste à l'AFE, Agence France Entrepreneur, ex-agence pour la création d'entreprises, connue pour son site internet d'information. En guise d'introduction de cette matinée, on m'a demandé de parler très schématiquement des principes de base du régime de l'auto-entrepreneur. Peut-être que... Oui, voilà. Pardon ? Oui, très bien, merci. Alors, quelques chiffres, ça va se recouper avec ce que nous a dit Grégoire Leclerc. Fin 2015... il y avait, ça ce sont les sources ACOS, fin 2015, 1 12 000 auto-entrepreneurs inscrits, qui était un chiffre en progression de 4,2% en 2015 par rapport à l'année précédente. Mais il est vrai, Grégoire a évoqué cette baisse de la création d'entreprise, on avait 7,7% d'augmentation d'immatriculation, enfin d'inscription, par rapport à 2013. Donc on peut considérer que ça va un petit peu en baissant. Le chiffre important, c'est 61,2% de ce million d'auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d'affaires au 4e trimestre 2015. Et de quel montant ce chiffre d'affaires trimestriel? Il est de 3 423 € au dernier trimestre 2015. Voilà, c'est le chiffre du dernier trimestre. Effectivement, qu'on ne peut pas multiplier par 4 puisque l'activité est cyclique dans l'année. Les secteurs en évolution, c'est les transports, les activités immobilières. Voilà, donc je vais bien distinguer très schématiquement le régime juridique, le régime fiscal et le régime social du micro-entrepreneur. Alors, au niveau juridique, c'est un travailleur indépendant qui exerce son activité en totale indépendance, sans lien de subordination et qui est responsable de ses actes. Voilà, c'est ce qui le différencie du salarié qui a un contrat de travail. Deuxième point, c'est une entreprise qui est immatriculée. Maintenant, c'est une obligation, comme vous le savez, et la formalité d'immatriculation est en principe gratuite. Il est vrai que, notamment dans les chambres de métier, il y a des frais d'assistance à formalité qui sont assez fréquemment demandés. Imposés même. Imposés. Oui. C'est important de faire la nuance. Oui, vous avez raison. L'AFE a dans son conseil d'administration la PCMA, donc je suis... mais je partage un peu votre point de vue. C'est pour ça que c'est moi qui... Merci. Pour vous, c'est plus facile. Donc, les artisans s'immatriculent au registre des métiers, les commerçants au registre du commerce et des sociétés, et l'URSSAF, on parle d'inscription, enregistre les libéraux. Une précision aussi, c'est la palissade, mais bon, l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur doit respecter les mêmes règles qu'un entrepreneur individuel. Voilà, en termes de qualification, s'il est dans le secteur du bâtiment, il doit avoir tel et tel diplôme. S'il est dans l'artisanat, il doit faire le SPI, stage de préparation à l'installation. Voilà, donc petite parenthèse, la loi Sapin qui va être votée en octobre, donc on est sûr de rien, mais il se profile que le SPI, les chambres de métiers vont élargir les cas de dispense à des gens qui auront été accompagnés par des professionnels pendant au moins 30 heures, a priori ça va être ça. Et même chose, comme il y a beaucoup de demandes de suivi de SPI avec cette arrivée d'auto-entrepreneurs, eh bien, on donne un délai pour suivre. A priori, ça serait 1 mois. On donne un délai aux micro-entrepreneurs pour suivre ce stage. C'est-à-dire que si ce délai d'1 mois n'est pas respecté, ils n'auront pas à suivre ce stage ? Non, c'est-à-dire que, pardon, ils peuvent s'immatriculer. Par exemple, le 1er février, ils s'immatriculent et ils s'engagent à suivre le SPI dans le délai d'1 mois, avant le 1er mars. En fait, en espérant qu'il y ait de la place en chambre des métiers. Oui, voilà. Et s'il n'y a pas de place ?
Ce qui est fréquemment le cas, c'est pour ça. Je ne suis pas encore le législateur. Pour avoir travaillé 15 ans dans une chambre de métier, je pense qu'il y aura quand même des aménagements. D'accord. Et puis c'est l'intérêt des chambres de former les micro-entrepreneurs. C'est une obligation légale, bon. Mais vous avez raison, voilà. Ensuite, maintenant, le régime fiscal. Tout le monde le connaît, je pense que tout le monde est concerné depuis un certain temps. C'est un régime fiscal qui s'applique pour des chiffres d'affaires de l'année civile qui ne dépassent pas 82 200 pour l'activité revente, achat-revente, hôtellerie-restauration et 32 900 pour les activités artisanales et libérales. Voilà, il y a des seuils de tolérance qu'on peut, pendant 1 an ou 2 ans, dépasser en dehors de la première année et ensuite revenir au régime classique. Mais voilà. Donc le micro-entrepreneur n'est pas soumis à la TVA. On appelle ça aussi en franchise en base de TVA. Il ne facture pas de TVA sur ses ventes et il ne la récupère pas sur ses achats. Donc ça peut être gênant selon les activités. En clair, ce régime est adapté pour les petites activités. Après, on peut passer au régime réel. Les activités complémentaires pour les salariés, les demandeurs d'emploi, les retraités, et puis tester une activité. Pourquoi? On va voir aussi pourquoi, parce que il y a des régimes fiscaux et sociaux qui sont simples et plus économiques. Je vais m'expliquer. Je continue sur l'aspect fiscal rapidement. Comment est-ce qu'on calcule le résultat imposable d'un micro-entrepreneur? C'est un forfait. Alors, un abattement forfaitaire selon la nature de son activité qui représente les charges de l'entreprise. Vous savez qu'un entrepreneur classique, on dit chiffre d'affaires moins charges déductibles égale bénéfice imposable. Et sur ce bénéfice imposable, on va payer l'impôt sur le revenu. C'est le schéma classique, avec les autres revenus immobiliers de toute nature ou du conjoint, etc. Ça, on oublie, on dit, pour le commerçant, 71% de votre chiffre d'affaires représente vos charges, même si dans la réalité, c'est 50 ou 80. Si c'est 80, il faudra qu'il voit si vraiment c'est le régime adapté. Ensuite, les autres, 50%, essentiellement les artisans, c'est le taux de 50%, et les libéraux, c'est 34%, parce qu'on considère qu'il y a moins de charges. Voilà, donc tout ça, c'est la manière de calculer un résultat imposable forfaitairement, et c'est imposé à l'impôt sur le revenu, classiquement. Mais l'avantage pour les micro-entrepreneurs qui ont petits revenus, c'est d'opter pour le versement fiscal libératoire. C'est un impôt qu'ils payent chaque mois ou chaque trimestre. Ils choisissent la périodicité et qui est de toujours 1% ou 1,7 ou 2,2. Voilà, toujours sur le chiffre d'affaires. D'accord ? Donc c'est pas, ça a le mérite de la régularité. On a tous payé un impôt sur le revenu. C'est sur les revenus de l'année d'avant, N-1. Il y a un décalage. Là, c'est chaque mois ou chaque trimestre. Il déclare son chiffre d'affaires et le commerçant, il paye 1% en guise d'impôt, ce qui n'est pas forcément idéal. Si il s'avère en fin d'année qu'il n'était pas imposable, il ne récupérera rien. Donc il faut que le calcul soit bon. Ensuite, je passe pour terminer aux aspects sociaux. Alors, il est affilié au régime social des indépendants. Il paye ses cotisations sociales, toujours pareil, sur un chiffre d'affaires. Petit clin d'œil sur l'entrepreneur que j'appelle classique. Il a un BIC, un BNC. C'est sur son bénéfice industriel et commercial qu'il paye ses charges. Là, c'est autre chose, c'est sur le chiffre d'affaires. Mais c'est une autre base de calcul, mais ça ne revient pas à être une économie. C'est plutôt une simplicité de fonctionnement.
Hein. C'est pas sur le bénéfice, c'est sur le chiffre d'affaires, donc des taux plus bas, mais au final, il n'y a pas de grande différence. Mais grande simplicité, toujours pareil, paiement mensuel et trimestriel au rythme des encaissements. Et alors là, avantage pour le micro-entrepreneur, s'il n'a pas de chiffre d'affaires, il ne paye pas de charges. Mais, fort heureusement, il est couvert pour la maladie, même s'il n'a pas de chiffre d'affaires. En revanche, il faut qu'il ait un revenu minimum pour bénéficier d'indemnités journalières et d'indemnités maternité. Et comme vous le disiez, c'est pas parce qu'il paye plus simplement ses cotisations, c'est pas parce que c'est plus simple que c'est moins cher. Oui. On avait fait une simulation avec Grégoire, je crois qu'aux alentours de 20 000 €, on commençait à être moins, c'était moins économique que d'être au régime réel. Donc il y a une espèce de légende urbaine comme ça qui voudrait nous faire croire que les auto-entrepreneurs ne paient pas de cotisations, alors qu'en réalité ils payent plus de cotisations bien souvent, en tout cas d'après notre analyse, à partir de 20 000 € de chiffre d'affaires, un peu plus que ceux qui sont au régime réel. Donc c'est important. Oui. Ensuite, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est facile à lire, c'est les taux. Là, je vous parlais de cette périodicité de paiement des charges, et là, les taux, toujours 3 catégories, auxquelles il faut ajouter 0,1, 0,2 ou 0,3 pour la contribution à la formation professionnelle à laquelle ils ont droit et qui maintenant s'impose à eux. Ensuite, les obligations comptables administratives qui sont légères. Il doit ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité. Alors là, petite réforme de la loi Sapin en vue. Ce compte bancaire, il pourrait être ouvert dans les 12 mois qui suivent l'immatriculation de l'entreprise. On lui donne un délai. Alors, ça peut être c'est un compte bancaire dédié, distinct de son compte bancaire personnel, mais pas forcément professionnel. Voilà, je ne suis pas banquière, mais je crois que ça peut être un petit peu plus économique. C'est encore bien simple. Oui. Voilà. Le micro-entrepreneur indique la mention TVA non applicable, voilà. Et puis, il tient une comptabilité allégée par rapport à un entrepreneur individuel qui n'est pas au micro fiscal et social. Livre-journal pour les recettes et s'il y a de l'achat-revente, un registre des achats. Voilà. Alors, en 2016, la modification depuis le 1er janvier, c'est que l'auto-entrepreneur devient micro-entrepreneur. C'est le seul changement qui est intervenu au 31 décembre 2015. Mais changement important, c'est que maintenant, le micro-social, cette manière de payer ses charges sur son chiffre d'affaires, s'impose à tous. Donc on pourrait dire que tout le monde est auto-entrepreneur. Les entreprises uniquement au micro-fiscal, pour les nouvelles, ne peuvent pas se limiter au micro-fiscal. Alors, ensuite, juste pour vous montrer, nous avons un espace dédié aux micro-entrepreneurs. Donc, vous arrivez sur notre page d'accueil et vous cliquez sur cet onglet créateur d'entreprise, sous la tête, là, la première. Ensuite, vous arrivez et vous cliquez sur le rectangle entreprendre en tant que micro-entrepreneur. Et on arrive sur cette page-là où il y a des sources d'informations très larges. Voilà. Merci Madame Généron, merci beaucoup. Je crois qu'on est tous bien calés maintenant sur le régime auto-entrepreneur. Hein. Là c'est absolument parfait. Je veux bien la télécommande, Fred, s'il te plaît. Je vais le faire ou tu le fais? Je vais le faire. Okay.
Donc, pour continuer ces assises de l'auto-entreprise, donc je suis Ludovic Badeau, secrétaire général de la Fédération des auto-entrepreneurs, comme vous le savez, et on va débattre à travers 2 tables rondes. La première, sur les plateformes, les relations avec les auto-entrepreneurs. On le sait, hein, les plateformes sont de plus en plus nombreuses, mais souvent elles sont très critiquées, et on a un invité qui nous dira son point de vue sur cette question, et vous le verrez, il est assez tranché. Mais d'abord, avant d'en parler avec nos invités, je vous propose de découvrir l'enquête réalisée par la Fédération à ce sujet concernant ces plateformes. C'est un sondage réalisé donc auprès d'auto-entrepreneurs sur un échantillon représentatif de 980 auto-entrepreneurs. Une étude divisée en 2 grandes parties. D'abord, les plateformes qui proposent des missions en B2C. Ensuite, les plateformes qui proposent des missions en B2B. Alors d'abord, les plateformes donc qui proposent des services aux particuliers. Alors non. Tac. Voilà. Donc, question, êtes-vous inscrit sur une plateforme de services aux particuliers? On a 34%, donc plus du tiers des auto-entrepreneurs qui sont inscrits. Pour les 2 tiers restants, ils déclarent ne pas être inscrits, d'abord car ils travaillent principalement en B2B, c'est assez logique. Ensuite, car ils ont assez de clients pour ne pas aller en chercher ailleurs, tant mieux pour eux. Et plus étonnant, 21% des auto-entrepreneurs qui déclarent ne pas être inscrits sur une plateforme de services aux particuliers l'expliquent par le fait de ne pas connaître l'existence de ce type de site, comme quoi nous ne sommes pas tous égaux face au numérique. Pour ceux qui sont inscrits, la question forcément qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est un bon plan pour le business? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Eh bien ça dépend. 35%, soit plus du tiers, déclarent n'y réaliser aucun chiffre d'affaires, pas très encourageant. Suivent 28% qui réalisent au moins 20% de leurs recettes. À l'opposé, ils sont 26% à vraiment en profiter, puisque grâce aux plateformes de services aux particuliers, ils génèrent de 40% à 100% de leur chiffre d'affaires. Donc bon plan pour les uns, désillusion pour les autres. Vous le voyez, c'est assez hétérogène. Alors, ces plateformes sont-elles bien perçues par ceux qui les utilisent? Voilà, donc ces plateformes sont-elles bien perçues par ceux qui les utilisent? Eh bien la réponse est oui, ils sont plus de 60% à en être satisfaits. Face à eux, ils sont quelques 33,7% à déclarer ne pas être satisfaits pardon, par le service rendu par ces plateformes. Je vais faire Hillary Clinton là. Ça, c'était donc pour les plateformes de services aux particuliers. Donc 40% à peu près des auto-entrepreneurs qui sont inscrits sur ce type de plateforme se disent non satisfaits. Ensuite, on va passer sur les plateformes en B2C, donc les plateformes pour les professionnels. Donc ils sont près de 30% à y être inscrits, 30% des auto-entrepreneurs. Pour les plus de 70% qui n'utilisent pas ces plateformes de services aux entreprises, la première des raisons est une bonne nouvelle, ils ont assez de clients. La seconde raison nous fait nous interroger, ils ne connaissent pas ces plateformes. Et la troisième raison est assez logique, ils travaillent avec des particuliers et non des professionnels. Et les 30% Alors pour ces 30% d'auto-entrepreneurs inscrits sur ces plateformes de services aux entreprises, eh bien, est-ce qu'elles en profitent vraiment économiquement? Force est de constater que non, car plus de 66% y génèrent moins de 20% de leurs revenus. Pour plus de la moitié de ces 66%, on parle carrément de 0% de chiffre d'affaires. Ils sont donc une minorité à vraiment profiter, puisque seuls 23% réussissent à tirer plus de 40% de leur chiffre d'affaires, comme pour les plateformes de services aux particuliers. Si certains en profitent vraiment, ils sont plus nombreux à déchanter. On enchaîne, avant-dernière question concernant la satisfaction. Est-ce que les auto-entrepreneurs qui utilisent ces plateformes sont satisfaits? Eh bien, les 30% d'auto-entrepreneurs qui les utilisent sont plutôt satisfaits. Face à cette majorité, ils sont tout de même 39% à se déclarer insatisfaits. Il reste donc pas mal de boulot à ces plateformes pour espérer combler tout le monde. Pour conclure cette petite enquête, une question. Êtes-vous favorable pour que les plateformes contribuent à votre protection sociale? Donc honnêtement, moi, quand la question est arrivée, je me suis dit on va avoir 100% de oui. Ben non, hein, ils sont près de 57% à être favorables, mais ils sont tout de même plus de 38% à s'y opposer. Et c'est assez étonnant. On en parlera notamment dans la seconde table ronde qui traitera de la protection sociale en compagnie de l'IRSAF et du RSI. Voilà donc pour ce premier, pour cette petite enquête, et on va tout de suite pouvoir enchaîner avec le premier débat.
les relations entre les plateformes et les auto-entrepreneurs. Je demandais à Pierre Serra, coursier indépendant, de venir s'installer. Jérôme Pimaud, coursier à vélo, ex-livreur dans la foodtech, qui se définit sur Twitter comme, je le cite, un sniper combattant l'ubérisation. Jérôme, si vous voulez bien venir vous installer. Bruno Aziza de SOS Jobber, SOS Jobber qui est partenaire de la fédération. C'est une plateforme de services aux particuliers. Lucas Tiss, cofondateur de DoYouBiz, qui est une plateforme qui permet de trouver des missions professionnelles, et Sergine Dupuis, fondatrice, directrice générale de Bboss, qui est aussi un partenaire, bboss.fr, nouvelle plateforme qui va vous permettre de trouver des missions en grand nombre avec des professionnels. Donc je vous laisse vous installer et puis je vais vous passer un micro, ça sera plus pratique. Merci. Ouais. Tiens. Merci beaucoup. C'est activé. Merci. Ouais. Bon. C'était là. Tac. Alors, un débat en deux temps. D'abord, les plateformes dans leur méthode au quotidien. Y a-t-il des abus? C'est une vraie question, au-delà de parler de l'aspect réglementaire, d'ubérisation, etc. Et je pense que Jérôme Pimaud nous expliquera son expérience avec certaines plateformes qu'il dénonce très activement sur le web, de ce que j'ai pu constater. Est-ce qu'il y a des abus? Certaines d'entre elles devraient-elles se remettre en question leurs pratiques à l'égard des indépendants? Et puis ensuite, on abordera la question de l'ubérisation. Jérôme Pimaud, question très simple. Avant d'aborder la question justement de l'ubérisation, que reprochez-vous aux plateformes dans leurs pratiques et concrètement, quelle plateforme visez-vous? Bonjour déjà. Bonjour. Je suis livreur à vélo. Enfin, j'étais livreur à vélo. Je suis devenu coursier. Un petit peu plus près de la bouche. Ok. Ah oui, parfait. En effet. Donc j'ai été livreur pendant plusieurs mois, pendant presque un an, de restaurants. Donc je travaillais avec les plateformes de ce qu'on appelle la foodtech, la livraison de restaurants à domicile, et plus particulièrement à vélo. Même s'il y a des scooters, mais bon, on travaille beaucoup avec des vélos. J'ai exercé, j'ai analysé, j'ai compris, et quand on commence à comprendre comment ces plateformes travaillent et pourquoi elles travaillent avec les auto-entrepreneurs, on ne peut que décider de les combattre, si on en a évidemment les moyens. Beaucoup de livreurs sont évidemment dans une dépendance économique de ces plateformes-là. Ils arrivent à dégager un certain revenu. Donc c'est un petit peu difficile de développer l'esprit critique de ces jeunes-là à vélo. Moi j'ai travaillé dans la première en France qui s'appelait Toc Toc Toc. On peut en parler parce qu'ils ont disparu, ils se sont fait racheter il y a quelques semaines. J'ai travaillé dans la première et le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai travaillé plusieurs semaines sur cette plateforme, pour cette plateforme, avec cette plateforme, c'est que ça me rappelait beaucoup mon ancienneté de salarié. J'ai été salarié pendant 25 ans. En tant que livreur aussi? Non, j'étais salarié, j'étais graphiste, j'étais décorateur. Voilà. J'étais salarié, j'avais un patron, j'avais un chef, j'avais un manager, et j'avais un salaire, j'avais un travail. Et là, je me suis retrouvé dans une plateforme où on me disait que j'étais indépendant, on m'avait bien fait comprendre que j'étais indépendant, que c'était mon taf, que j'avais choisi de le faire, mais j'avais choisi de le faire quand même avec tout un tas de caractéristiques bien précises, quoi. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait dire ci, il fallait dire ça, il fallait être là à telle heure, voire un petit peu plus tôt. Ok, donc j'ai roulé, j'ai livré, j'ai été chercher des repas, je les ai emmenés chez les gens. Bonjour, je suis votre livreur Jérôme, toc toc toc. Non, bonjour madame, au revoir madame. Avec la casquette, toc toc toc, avec le polo, toc toc toc, avec le sac, toc toc toc. Vous avez fait que Toc 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 ou vous avez fait d'autres plateformes? Non, là c'est le début de l'expérience, c'est comment j'ai compris un petit peu. Et devant les restaurants, je vais essayer de faire super court, hein. Je vais parler que du début. Devant les restaurants, je rencontrais les autres livreurs. Les anciens, ceux qui étaient là depuis avant moi, et ils me parlaient de leurs sentiments. Et beaucoup. Il n'y en a pas un qui me disait « c'est cool, c'est génial ».
Alors que moi, je travaillais depuis quelques semaines, j'étais sur mon vélo, j'étais content de faire du vélo, j'ai toujours aimé le vélo. Et le vélo, ça ouvre un petit peu les chakras, c'est énergique, c'est énergisant. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et j'ai commencé à comprendre quand j'ai vu mes relevés, quand j'ai vu mes virements, en fait. Quand j'ai vu mes virements, je me suis dit, c'est bizarre, il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs de compta. Alors j'appelais la plateforme, comment ça se fait? Ah ben, il y a des bugs, ou alors, ah non, on comprend pas, envoie-nous tes tableaux comptables. Tableau Excel, je leur envoyais. Et là, ils me disaient à chaque fois, ah oui, c'est des bugs, écoute, merci de nous avoir fait relever ces bugs. Il y avait des bugs partout, il y avait des bugs de compta, évidemment, de facturation, de tarification, d'application. Jérôme, je vous coupe, ça c'est un conflit avec TokTok. Toutes les plateformes ne fonctionnent pas comme ça. C'est un conflit avec toutes les plateformes parce que... Pourquoi vous les avez toutes essayées? J'ai travaillé pour TokTok. Ensuite, je suis allé chez Take It Easy parce que je pensais que c'était mieux. Vous avez eu la même expérience chez Take It Easy? L'expérience diffère sur des détails, mais dans la globalité, c'est la même chose. Grosso modo, oui, en effet, on va passer les détails. Grosso modo, ensuite, je suis allé chez Deliveroo parce que je pensais aussi que c'était mieux. Grosso modo, ces plateformes-là utilisent, et je l'ai compris parce qu'un avocat et un juriste m'ont expliqué très très concrètement, ce que tout à l'heure on voyait dans le petit exposé, un auto-entrepreneur, un micro-entrepreneur, un travailleur indépendant, dans sa fonction de base, il doit être détaché de toute subordination. La subordination, j'ai appris ce que c'était, j'ai lu ce que c'était, et c'est disponible sur Internet. Vous tapez lien de subordination, on voit le lien de subordination, il est défini, c'est ce qui définit évidemment la différence fondamentale entre un salarié et un indépendant. Le lien de subordination, il est défini par un faisceau d'indices, plein d'indices, il y en a une dizaine, une douzaine, notamment le fait d'être habillé aux couleurs d'une plateforme. Ça vous posait problème? Ça me posait pas tant de problèmes, mais c'est quand je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'avais pas à le faire. En fait, mon avocat m'a expliqué que j'avais pas à le faire, que je ne devais pas le faire. Et c'est ce qui plus tard, ça j'ai compris ça chez TokTok en 2015, c'est ce qui fera qu'en 2016, en avril 2016, Deliveroo m'appellera un jour en me disant, bah, écoute Jérôme, on va cesser notre collaboration. Et quand je leur demanderai pourquoi, je m'y attendais un petit peu, quand je leur demanderai, ils me diront, parce que tu portes pas la veste. Parce que tu portes pas la veste Deliveroo. Et moi au téléphone, je dis au monsieur Deliveroo, je dis, mais non seulement j'ai pas à la porter, mais je devrais pas la porter. La seule veste que je devrais porter, c'est GG la course, quoi, ou un truc comme ça. Le type, non, tu comprends, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans aucune plateforme, en fait. Dans toutes les plateformes, on a un uniforme. Alors donc ça c'est la base. Après le mandat de facturation, voilà, c'est pas nous qui faisons nos factures, c'est eux qui nous les font, évidemment, avec tous les bugs que ça implique. Les bugs évidemment toujours dans leur sens, toujours systématiquement. Ok, alors ça c'est effectivement d'un point de vue management, où il y a des problèmes c'est la base, au niveau des subordinations, etc. Est-ce que vous considérez aussi qu'au niveau sociétal, au niveau de la protection, etc., que ces plateformes se dégagent complètement elles pourraient faire beaucoup mieux? Je pense que c'est la base de leur métier, en fait. Leur métier, c'est pas de livrer des burgers ou de livrer des câbles USB ou des téléphones. Leur travail, c'est d'essayer de faire disparaître toute notion de cotisation sociale, en fait. Toute notion de cotisation, on va dire patronale, parce que les cotisations sociales, un auto-entrepreneur, il sait ce que c'est. Ces plateformes-là, elles ne savent pas ce que c'est que les cotisations patronales, à l'échelle de leurs livreurs, à l'échelle de leur personnel, évidemment, dans les bureaux, les comptables, les développeurs, les stagiaires, bon, eux, d'accord. Mais sur une plateforme comme Deliveroo, qu'utilisent 3000 livreurs en France, à peu près, ils payent des cotisations sur la centaine de personnes qu'ils emploient dans leur bureau. Mais après, il y a la notion dans la livraison à vélo, c'est pour ça un petit peu que je me suis élevé, que j'ai combattu, que je snipe. C'est parce que le vélo, c'est quand même un petit peu dangereux dans Paris, surtout quand on est payé à la course. On va continuer à en parler, notamment sur cette question des cotisations et d'un point de vue purement économique. Est-ce que les modèles que Deliveroo, etc., seraient fiables si vous n'étiez pas auto-entrepreneur? Mais à côté de vous, il y a Pierre Serra, qui est auto-entrepreneur, qui est indépendant, et lui qui est heureux. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'il fait de la course, et vous m'avez confié, je trouve qu'il y a énormément de points positifs, même si ça reste un cadre plus précaire. Je reste libre, et plus je travaille, plus je gagne, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre du salarié.
fin de citation. Travailler plus pour gagner plus. Vous travaillez chez Stuart, c'est ça? C'est ça. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je voulais surtout éviter de prendre cette expression gagner plus, travailler plus pour gagner plus, mais vous avez... Mais ça me dérange pas, hein, c'est juste... moi j'ai juste... C'est ironique, oui, c'est un petit clin d'œil, mais vous m'avez dit, du coup, moi, plus je travaille, plus je gagne. Bon. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que je voulais pas faire référence à... On voit. Mais moi ça m'a forcément amusé. Désolé. Petite parenthèse, c'est tout, je vous en prie. Du coup, moi je suis hyper positif dans le bilan que je tire de mon expérience avec Stuart. Je comprends le bilan très noir de mon collègue, mais... moi, ma propre expérience, déjà, Stuart me propose des conditions de travail qui sont radicalement différentes de celles qui sont présentées, dans le sens où, pour revenir sur certains points, ils nous fournissent des vêtements, ils nous fournissent du matériel qu'on n'est pas obligé de porter, avec le nom de la marque, mais qu'on n'est pas obligé de porter. Revenir sur quoi d'autre moi, Stuart, j'ai vraiment le sentiment de... Tu disais justement ne pas avoir rencontré de collègues qui te disaient que ce qu'ils faisaient était cool, alors que moi, je travaille énormément, mais j'ai vraiment pas le sentiment... Okay. J'ai vraiment pas le sentiment de travailler. Je pense que je suis à environ entre 40 et 60 heures par semaine. C'est formidable. Comment? C'est formidable. Merci. Mais je veux dire, je suis en plein air. J'ai un master 2 d'économie. J'étais dans le web marketing avant. Et j'ai travaillé pendant une petite année en vie de bureau. Et le fait de travailler en plein air, c'est un changement radical. J'ai aucun rapport à la hiérarchie. C'est justement ce point que je voulais aborder. C'est que je suis face à mon application. On me dit d'aller chercher telle commande à tel endroit. Et jamais il y a un supérieur qui vient me dire d'aller plus vite, qui me fait le moindre reproche. Et ça, je trouve que c'est pour trouver justement une qualité de travail de ce niveau-là. Je pense qu'on peut chercher vraiment très longtemps. Donc on le voit, c'est surtout une question de plateforme. Et justement, sur cette question de plateforme, on va interroger Sergine. Bonjour Sergine Dupuis, Bibos. Si je viens vers vous, c'est parce que vous avez déclaré dans les Échos que vous vouliez faire quelque chose de massif. Je retrouve mes notes. Massif, juste et sociétal. Absolument, voilà. Ouais. C'est pourtant assez court à retenir, mais effectivement. Et ça rejoint ce qu'est en train de dénoncer Jérôme Pimaud, les problématiques dans l'attitude des plateformes. Et vous dites en gros, on peut être une plateforme responsable qui respecte les auto-entrepreneurs et qui ne les prend pas pour de la marchandise. J'ai pas exactement dit ça, mais non, mais je synthétise. C'est bien cela. En fait, Bibos, que je représente aujourd'hui, est une plateforme qui souhaite mettre en relation un maximum d'auto-entrepreneurs d'un côté et un maximum d'entreprises de l'autre. Donc nous ne sommes pas une plateforme C2C, on passe par des gros canaux de distribution que sont les entreprises et on les aide à faire une meilleure proposition de service à leurs propres clients. Donc imaginons que nous travaillons avec un gros marchand de meubles. Celui-ci va pouvoir proposer à ses clients, au moment de l'achat du meuble, que cet achat soit accompagné d'une prestation de service, de montage de meubles. Ce qui est souvent assez pénible à faire quand on le fait tout seul à la maison. On a de l'autre côté, donc de cette marketplace, de cet algorithme de mise en relation, des auto-entrepreneurs de tout type de savoir-faire. Donc oui, des gens qui sont capables de monter des meubles, qui sont capables de faire l'installation d'un ordinateur à domicile, qui font de la conciergerie administrative. Bref, ils ont plus de 25 savoir-faire. Et nous sommes hyper fiers de pouvoir nous dire qu'on va les aider à trouver un revenu de complément ou une activité rémunératrice sur la base de ces talents qui, la plupart du temps, ne sont pas valorisés en entreprise et en tout cas qui ne donneraient probablement pas lieu à un CDI. On a tous conscience aujourd'hui, et c'est vrai que ce ne serait pas lucide de penser le contraire, que les entreprises n'ont pas la capacité de fournir du travail à tous en France, ou alors pas suffisamment. Et il y a beaucoup de savoir-faire et de talents qu'ont les gens, les étudiants, les seniors, les inactifs, qui ne sont pas valorisés et dont ces gens-là ne tirent pas profit en termes de revenus. Donc, on a envie de remettre la France au travail, on a envie d'aider les gens, quels qu'ils soient, à valoriser leurs talents et à gagner plus d'argent, se faire des revenus de complément. Et le fait que nous travaillons avec des entreprises qui sont de gros canaux de distribution, qui assurent un gros volume de missions aux auto-entrepreneurs, fait que nous devons parler et travailler avec de très nombreux auto-entrepreneurs. Quand c'est le cas, on ne peut pas, nous, abonder dans cette
précarisation. On ne peut pas effectivement exploiter cette formidable manne de prestations de services. Si on veut effectivement que ce soit massif, que ça profite à tous, que ça redonne du travail à tous et que les entreprises en profitent en toute légalité, il faut qu'on mette en place des bénéfices pour que ces auto-entrepreneurs se sentent moins dans une situation de précarité. Aujourd'hui, on a quand même fait le constat, mais enfin vous l'avez tous fait aussi, hein, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur, d'ailleurs si vous n'êtes pas fonctionnaire ou rentier, c'est quand même hyper difficile d'être candidat pour obtenir un bien en location ou un crédit. C'est compliqué d'avoir une belle couverture, une bonne couverture sociale. C'est compliqué de faire beaucoup de choses. D'obtenir des privilèges qui sont les équivalents des privilèges qu'ont les salariés dans une entreprise de type comité d'établissement ou grande centrale d'achat. Pour Bibos, c'est important que les auto-entrepreneurs puissent bénéficier aussi de ça, de la garantie pour pouvoir louer, d'une bonne mutuelle, éventuellement d'un comité d'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, c'est le cœur de notre modèle. Nous facturons, comme tout le monde, des commissions, sauf que nous les facturons aux entreprises avec lesquelles nous travaillons. 20% de notre chiffre d'affaires, ce qui est conséquent, est totalement consacré à la mise en place de ces différents bénéfices dont nous souhaitons faire bénéficier de nos auto-entrepreneurs. Encore une fois, pourquoi ? Parce que nous avons besoin qu'il y ait beaucoup d'auto-entrepreneurs ou de postulants auto-entrepreneurs qui travaillent avec nous, car nous les faisons travailler avec des entreprises. Donc pas Pierre, Jacques, Paul, des entreprises qui ont 10 000 missions au national à leur proposer. Donc effectivement, on a besoin, et c'est notre responsabilité à nous, de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge, une bienveillance sociale dont ils puissent bénéficier. Et là, c'est effectivement l'aide à l'accès au logement avec une caution bancaire, c'est le rattrapage de ce que leur couverture sociale actuelle ne fournit pas, donc un complément. On s'intéresse aussi, bien sûr, au fait de monter des centrales d'achat ou une sorte de pseudo-comité d'entreprise qui n'en sont pas. Vous vous préoccupez concrètement du bien-être des auto-entrepreneurs avec qui vous travaillez. Et apparemment, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, comme le dit Jérôme Pinault. Mais vous voyez, Jérôme, qu'il est possible de travailler sur des plateformes où on est heureux. Oui, enfin, je ne sais pas si Jérôme serait heureux dans notre plateforme. Enfin, c'est bien, parce que les plateformes se redirigent vers du salariat, en fait. Comité d'entreprise, cotisation, enfin, et pourquoi pas avantages, privilèges. Bah oui, donc ça servait à rien d'utiliser de l'auto-entrepreneuriat si on retourne vers du salariat. Même la loi El Khomri, pour vous, le régime auto-entrepreneur, c'est juste pour lutter contre le salariat. Pardon ? Le régime auto-entrepreneur, pour vous, c'est juste pour lutter contre le salariat. Il n'y a pas d'autres aspirations auxquelles ils puissent répondre comme une forme de liberté, notamment du côté des indépendants. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'auto-entrepreneuriat a été créé pour lutter contre le salariat, mais maintenant l'utilisation qu'il en est fait à des masses, à des chiffres tels que, du moins mon secteur, on est passé en 2 ans de 0 à 6 000 livreurs en France. Et puis évidemment, la livraison vélo, c'est pas la seule profession ubérisée. La question, Jérôme, c'est de se dire, on a à côté de vous Pierre, qui ça se passe bien chez Stuart. Oui, parce qu'il bosse encore. Il y bosse encore, il va pas dire le contraire. Comment ? Il y bosse encore, il va pas dire le contraire. Bon, on l'a pas forcément, on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour le témoigner. Non, c'est pas vous. Bon, il est libre, je pense qu'il est relativement honnête dans son témoignage. Et effectivement, la question, c'est de se dire que toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même façon. Et c'est peut-être vraiment ça le fond du problème. Disons que plutôt que de vouloir supprimer cette forme de ces plateformes, finalement. L'auto-entrepreneuriat n'a pas été fait pour que des plateformes se mettent à utiliser ce truc-là pour l'exonération, enfin pour l'externalisation totale de leurs moyens de revenus en fait. Les plateformes, en fin de compte, c'est des vendeurs de pelles de l'Eldorado en fait. Elles fournissent des employés, des travailleurs à des entreprises que l'on n'a pas ou à des particuliers, mais elles ne payent pas de cotisation patronale. Elles les exposent à tous les dangers des travaux. Le bonheur est dans le CDI, quoi, dans le contrat de travail. Mais non, je parle pas du CDI, mais le salariat. Si vous parlez d'un emploi salarié. Le CDI, c'est pas forcément du plein temps. Si vous voulez. C'est pas forcément du plein temps. C'est pas. Regardez McDo. On a dit plein de choses sur McDo. Oh, les employés McDo, ils ont des salaires. C'est des salariés. Alors évidemment, ils sont pas. Je pense pas qu'ils soient super heureux, mais pour l'instant, ça existe. Faites en sorte que les travailleurs, surtout les travailleurs à risque, et moi je parle des vélos parce que si j'avais été graphiste, si j'avais été comptable indépendant, j'aurais peut-être pas eu cette réflexion. Simplement, je me suis rendu compte de tous les dangers qu'il y avait à faire du vélo dans Paris et j'ai vu cette économie monter. J'ai commencé, on était dans les premiers, on était 10-15 à Paris. Maintenant, on est 2000, 3000 et on est 6000 en France. Et je vois bien sur les réseaux sociaux que les mecs, ils en ont ras-le-bol de se faire virer parce qu'ils ont mis un commentaire sur Facebook, sur notre groupe, de se faire virer parce qu'ils ont été en retard, de se faire virer parce qu'ils portaient pas les tenues. Et là, encore une fois, on parle de plateformes en particulier parce qu'elles ne
fonctionnent pas toutes de la même façon. Et on le voit avec Pierre, et on le voit, en tout cas c'est l'aspiration de Sergine. J'imagine d'avoir une plateforme quand même un minimum qui soit pas aussi virulente qu'il suffit de mettre un commentaire pour perdre son contrat. Sauf qu'on sait quelle plateforme fonctionne comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne fonctionne pas toutes comme ça. Sergine. Oui, pardon, je me permets de vous répondre parce que, oui, certes, je peux répéter en boucle que Bibos est différent, on est formidable et on est vraiment les meilleurs, mais néanmoins, si je peux me permettre de prendre la parole pour les plateformes en général, il ne faut pas qu'on rentre dans ce paradoxe un peu vain et anticonstructif de se dire que le plus on souhaitera être socialement responsable, pour ne pas abonder et concourir à cette précarisation qui est mauvaise pour tout le monde, le plus on sera susceptible d'être requalifiable en tant qu'employeur. On ne peut pas tomber dans ce paradoxe qui est un peu stupide, sinon on restera tous immobiles. Soit on prend en compte, et c'est socialement important, et c'est majeur, soit on prend en compte la détresse, le danger, la difficulté d'accéder à un logement, le fait d'avoir du mal à boucler les fins de mois. On compte cela, on devient socialement responsables, des plateformes socialement responsables. Soit on reste tranquille à notre place, on fait passer pour des... on peut pas ne pas faire, parce que ce serait totalement irresponsable. Du coup, il faut quand même être logique. On ne peut pas nous reprocher de faire, alors que ce n'est que protection qu'on souhaite offrir, pour se battre avec vous contre la précarisation. Maintenant, ça fait 2 ans que ça existe. Ça fait 2 ans que ça existe et moi je vous dis, je répète, je suis dans un secteur qui est hyper exposé au risque. Vous, je sais pas, vous proposez à des gens d'aller monter des meubles, de les livrer, d'accord, ok. Travaillons sur une protection, sur des avantages. J'ai pas envie de dire privilège parce que privilège ça fait un petit peu fonctionnaire, syndiqué, hyper protégé. Sur des avantages, ok. Mais pour l'instant, si on en arrive à avoir ce débat aujourd'hui, c'est que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il y a des plateformes qui justement usent et abusent de ça. Si elles avaient commencé déjà par travailler sur la protection des gens. Vous définissez comme sniper contre l'ubérisation, vous ne ciblez pas de plateforme en particulier, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on voit que ce sont des attitudes discutables de la part de plateformes et qu'on ne parle pas de l'ubérisation en général. Et d'ailleurs on se rend compte que... Pas d'ubérisation, là, je parle de... moi je reprends vos termes qui sont sur Twitter, sniper combattant l'ubérisation. Non mais là je ne sais pas si c'est de l'ubérisation, Bibos. Enfin, ce sont des indépendants, donc c'est lié au phénomène d'ubérisation. Ouais. Et ce qu'a sous-entendu effectivement Sergine en parlant d'immobilité, c'est que soit on fait rien et on bouge pas, et dans ce cas-là, ok, on reste comme ça, soit on accompagne et on améliore ce régime auto-entrepreneur et on crée ces plateformes, parce qu'en réalité, économiquement, ces plateformes ne sont pas viables si le régime auto-entrepreneur n'existe pas, parce qu'il est impossible de salarier toutes ces personnes. Et par ailleurs, Ludovic, pardon, les différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons n'ont et ne feront jamais cela, n'ont jamais eu la possibilité d'embaucher 3500 CDI pour déployer un nouveau service sur toute la France. Elles ne le feront jamais. Elles n'emploieront jamais 3500 mecs dont la qualité principale est de faire du vélo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une flexibilité de ce travail-là qui ne pourra jamais être garantie par le CDI. Ça coûtera 1000 fois trop cher par rapport à ce que ça leur rapporte, et comme elles ont quand même comme job de faire un peu d'argent en rendant leur service, elles ne le feront pas. Donc la solution, c'est pas l'immobilisme, c'est pas non plus d'employer tous ces gens. Nous ne le ferons pas, personne ne le fera. Personne se dira je vais créer plein de nouveaux services en France, des services de confort, des services nouveaux qui peuvent rendre service aux gens, qui les désenclavent, qui les aident, en se disant je vais pouvoir recruter des salariés pour le faire. Personne ne le fera, c'est pas économiquement viable. Oui, Bruno Aziza, justement, votre plateforme SOS Jobbers, parce que le temps est compté, votre plateforme, son modèle économique est d'abord assez simple, c'est que vous prenez une commission, vous mettez en relation des indépendants qui proposent des compétences avec des particuliers. Donc Bibos c'est avec des pros, mais vous c'est avec des parts, et vous prenez une commission, c'est ça ? Absolument. On n'a pas dit qu'on n'ira pas à un terme aussi dans le professionnalisme, mais on va rester déjà dans ce qu'on a lancé. La plateforme que nous avons mise en place permet effectivement de donner prioritairement une certification de la personne qu'on vous envoie. Vous ne pouvez pas recevoir un jobber qui n'a pas préalablement été vérifié. Et si le régime auto-entrepreneur n'était pas généralisé, si l'ubérisation, ce phénomène n'existait pas, SOS Jobber n'existerait pas et les jobs qui en découlent n'existeraient pas non plus. Pas exactement, puisque nous prenons à la fois les auto-entrepreneurs, mais les artisans et les indépendants. Donc notre originalité, justement, c'est de ne pas aller vers un combat,
mais une complémentarité des personnes. Nous sommes avant tout un accélérateur de travail. Et un accélérateur de travail, moi je viens des États-Unis pour avoir vécu plus de 10 ans. J'étais même directeur marketing chez Yahoo, donc ça n'a rien à voir avec ce métier initial. Et là-bas, c'est très développé. Aux États-Unis, c'est normal de travailler le matin dans un métier et l'après-midi dans un autre. Parce qu'aujourd'hui, il faut juste un problème, on a une grosse précarité dans ce pays. Et qu'on doit donner du travail. Vous avez dit, et madame l'a dit justement, et monsieur à gauche le précise, je pense que s'il ne cherche pas un travail, personne ne l'a obligé, monsieur à gauche, d'aller chercher ce travail. C'est qu'il en avait besoin, c'était vital. Donc il a accepté ce travail. Si les conditions ne le convenaient pas, ce qui peut tout à fait être logique, il y a, comme vous l'avez dit, d'autres plateformes qui seront capables. Nous allons apporter justement cette nouvelle dimension de pouvoir d'abord proposer plus de 270 métiers, donc on est extrêmement large. Et vous avez un souci comme Bibos sur les questions sociétales? Non, c'est pas. Est-ce qu'il y a un projet là-dessus? Est-ce qu'il y a un truc qui est prévu en particulier chez SOS Jobber? On veut. Alors attendez, nous d'abord on a réuni beaucoup les politiques, pour être franc. Je les vois quasiment régulièrement toutes les semaines. Et je leur explique une vision. Il faut qu'ils la partagent avant tout, cette vision. Et cette vision, c'est qu'aujourd'hui, vous avez raison, il faut qu'il y ait derrière une protection, madame le dit justement, il faut que la personne se sente aussi rassurée quand elle a un statut auto-entrepreneur de pouvoir travailler sereinement sur une plateforme comme la nôtre, d'être rémunéré, de ne pas avoir de problème de bug, comme il a bien expliqué évidemment, et que nous soyons, c'est pour ça qu'on a parlé de tiers de confiance, c'est parce que notre objectif fondamental, il va aussi bien pour le consommateur que le jobber, de travailler. Mais attention, nous apportons une nouvelle aussi dimension qui est le badge. Le badge, un peu le TripAdvisor du travail. Parce que notre objectif est clair, et là c'est la sociétale, c'est quelqu'un qui rentre chez SOS Jobber, c'est un auto-entrepreneur, mais il va chercher à un moment ou un autre, là c'est du ponctuel. Il va aller chercher forcément un CDI. Donc il a besoin de prouver qu'il a travaillé. Et c'est le marché qui va le noter. C'est pas nous qui allons lui donner ces informations. Et ces informations vont lui permettre d'extraire justement un espèce de nouveau CV qui va demain aller voir un futur sous forme de recommandation. Absolument. Mais qui a été certifié par le marché. Donc c'est pas de la volonté d'avoir amélioré ou pas son CV. Et il est parlant. Et dernier point, nous pensons de manière, c'est une vision, que l'auto-entrepreneur est une première démarche nouvelle, je le pense, à aller acquérir ou un nouveau travail ou une nouvelle qualification. Derrière cela, je pense que c'est pas viable, alors paradoxalement, sur du très très long terme. Je pense que les gens, à un moment ou un autre, comprennent qu'ils vont vers autre chose ou créer leur propre entreprise pure, ou bien travailler dans une société, mais avec un parcours qui est clair, qui est détaillé, qui rassurera aussi l'employeur de ne prendre aucun risque, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et madame l'a dit, on a beaucoup, on a toujours une épée Damoclès qui est les problèmes prud'homales, qui sont requalification, etc. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Lucatis, alors on l'a dit, il y a beaucoup de plateformes qui se créent, hein, c'est un peu l'effervescence grâce ou à cause, je ne sais pas, de l'ubérisation de la société. Donc vous avez créé DoYouBiz. Expliquez-nous un petit peu le concept de cette plateforme. Alors bonjour à tous, on a créé DoYouBiz avec pour ambition de permettre à toutes les entreprises et tous les entrepreneurs de trouver rapidement des prestataires de services qui correspondent à leurs besoins et qui correspondent à leur budget. Plutôt lié à l'informatique ou? Non, alors en fait justement nous on a fait ce travail de cartographier l'ensemble des missions classiques des entrepreneurs et des entreprises, donc marketing, communication, compta, finance, informatique, web, etc. De face à ces missions-là, indiquer un budget et trouver tout de suite un filtre de prestataires qui proposent leurs services pour cette mission à ce budget. Donc j'aimerais juste revenir concernant notre débat. Je pense qu'il ne faut pas non plus considérer l'uberisation au business model de la commission. Nous, on est une plateforme, on utilise le digital, on est sur Internet, etc. Sauf que nous, notre business model, c'est de proposer une solution d'affichage ciblée pour les prestataires qui sont sur notre plateforme. Donc nous, on est plus dans un business model de publicité ciblée et sollicitée. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise recherche vos services, on vous affiche automatiquement et c'est vous qui paramétrez votre diffusion. Donc il y a aussi des questions de business model derrière. Donc, il faut quand même une masse critique et cette masse critique, elle est possible parce qu'il est facile d'être indépendant aujourd'hui. Bien sûr. Alors nous, après, sur notre plateforme, on invite les auto-entrepreneurs, prestataires de services, consultants indépendants, freelance à venir proposer leurs services. Mais on travaille aussi avec des agences, des cabinets, tout type de prestataires. On ne se limite pas aux auto-entrepreneurs. Après, clairement, pour les auto-entrepreneurs sur notre plateforme, il n'y a pas d'histoire de commission, etc. Nous, c'est de la publicité ciblée. Donc je voulais simplement revenir sur le fait que l'uberisation, c'est vrai qu'il y a sûrement des modèles à développer, il faut travailler sur pas mal de sujets, mais
la commission n'est pas le seul business model de ces plateformes-là. Donc il ne faut pas non plus confondre Uberisation et commission et du coup une certaine... on va dire on est lié à la plateforme, etc. Voilà. C'est aussi beaucoup de liberté, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Je pense que je partage un peu aussi le discours de Pierre tout à l'heure. C'est quand même aujourd'hui dans une économie où voilà, nous on est jeunes, c'est vraiment difficile aujourd'hui aussi de trouver un job, il faut faire ses preuves, donc je partage aussi l'opinion de monsieur. Je pense que c'est très important de bénéficier d'opportunités grâce au web, grâce au digital, grâce à ces plateformes-là. Et bien sûr après il faut travailler sur d'autres sujets, notamment la sécurité. Bien parler dans le micro. Voilà. Pardon. Voilà. Donc voilà. Très bien, merci pour cette première table ronde. On retiendra qu'il n'y a pas forcément besoin de légiférer quelque part sur ce que vous pouvez dénoncer, parce qu'on a des plateformes qui savent bien se comporter, qui sont soucieuses des auto-entrepreneurs, ça existe, on l'a vu. Peut-être réfléchir à, je ne sais pas, l'établissement d'une charte au niveau de la Fédération des auto-entrepreneurs. Mais c'est vraiment dommage, en tout cas, qu'il y ait des plateformes, si elles suivent ces assises à travers YouTube, je n'en vise aucune, qui se comportent extrêmement mal et qui mettent finalement une image tout à fait négative sur les autres. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour la première table ronde qui traitait de l'ubérisation, enfin des relations entre les plateformes et les auto-entrepreneurs. On va continuer dans un instant. J'ai mes fiches qui sont en désordre, bien sûr. Alors, c'est la seconde table ronde. C'est pas possible. Tac, tac, tac. 4, 5. Oui, la seconde table ronde. Donc, pendant que nos intervenants s'installent, j'appelle Grégoire Leclerc, président de la Fédération, Catherine Frodeau, directrice de la communication du RSI, Régime social des indépendants, Stéphanie Dechaume, directrice du cabinet du directeur du RSI, Jérôme Ollès, directeur du contrôle à l'URSSAF, Valentin Couble, directeur en charge des auto-entrepreneurs, lui aussi à l'URSSAF. Allez-y, installez-vous. Cette seconde table ronde où on va parler dans un premier temps requalification et salariat déguisé. Le droit est-il bien adapté aux nouvelles formes de travail? Et puis quelle contribution à la protection sociale des nouveaux acteurs? Merci à vous d'être là pour débattre. Et on va commencer avec des petites questions pour l'URSSAF. Alors, c'est un fait aujourd'hui que ce soit du côté du donneur d'ordre ou du côté des auto-entrepreneurs, la crainte d'une requalification en contrat de travail est bien présente. On a l'impression aussi que ces règles ne sont pas assez claires. Jérôme Ollès, Valentin Couble des URSSAF, est-ce qu'il faut éclaircir les règles ou est-ce qu'elles sont claires? Concrètement, quelles sont les règles aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire requalifier? Si on devait expliquer ça assez simplement aux gens qui nous regardent. Je vais laisser Monsieur Ollès, directeur du contrôle, nous expliquer tout cela. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour poser les choses de façon simple et puis pour bien reposer les choses, il faut imaginer donc l'URSSAF n'est pas comme finalement un acteur qui va donner son avis, mais un acteur qui va appliquer les textes de loi tels qu'ils existent aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc dans notre grille de lecture, quand on analyse l'activité finalement d'une entreprise, la question qu'on se pose, c'est finalement est-ce que en face on a un salarié? Ou est-ce qu'en face, on a un travailleur indépendant? Et parfois, justement cette lecture de la grille est contestée parce que c'est pas assez clair. Tout à fait. Alors on va dire que c'est notre travail ça au quotidien ensuite que d'être contesté éventuellement dans les décisions qu'on fait, puisque nos inspecteurs en fait sont sur le terrain dans les entreprises. Alors il faut savoir que dans ce type d'action en fait on est plutôt sur de la détection on va dire de travail dissimulé, donc c'est des constats qui sont faits sur le terrain
ce qu'on pourrait appeler un flagrant délit, hein, entre guillemets, pour le On va en parler du flagrant délit parce que moi j'ai un cas concret à vous exposer qui revient assez souvent et j'aimerais avoir votre expertise sur ce cas très concret et savoir si vous appelez ça du flagrant délit justement. D'accord. Alors juste si on poursuit sur votre question hein, finalement, donc effectivement la question du lien de subordination finalement hein, c'est la base y compris du droit du travail tel qu'il s'est construit en France depuis le 19e siècle et tout le salariat s'est construit autour de ça et donc forcément c'est une notion interprétative, c'est une notion potentiellement qui peut faire débat et on a nous des périodes, enfin tout est organisé à l'URSSAF et quand l'URSSAF est un contrôle pour avoir d'abord une phase contradictoire avec les personnes pour qu'elles se justifient et ensuite des voies de recours. Donc finalement hein, l'URSSAF interprète les textes tels qu'elle pense que les textes le font et puis après ce sont éventuellement les juges qui vont confirmer ou non et effectivement je vous rejoins aujourd'hui avec l'émergence de l'ubérisation on est sur quelque chose qui pose question mais finalement c'est pas un sujet nouveau pour nous. Quand on lit dans la presse par rapport à l'affaire Uber et on en reparlera que l'URSSAF se trompe de combat, que l'URSSAF est complètement dépassée, que l'URSSAF n'envisage pas de s'adapter, etc. Vous répondez qu'en fait vous êtes un simple exécutant des textes de loi et que vous n'avez pas d'avis. L'URSSAF n'a finalement pas d'avis, elle exécute simplement les textes de loi. En tout cas, elle applique les textes tels qu'elle les interprète et c'est sans doute en ça qu'on contribue au débat, c'est-à-dire que finalement on pousse la logique des textes après au pouvoir public finalement de se dire est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse bouger les textes parce que c'est plus adapté ou pas. Je préciserai juste une chose pour tout le monde parce que finalement le dossier Uber hein, tel qu'il peut ressortir dans les médias est peut-être pas complètement compris. Le redressement qui a été évoqué concernant Uber concerne uniquement Uber X. C'est-à-dire que pour le dire, on est ici aux assises de l'auto-entrepreneur, Uber Pop n'est pas concerné par ce redressement, c'est-à-dire que dans notre travail, finalement, ce sont des VTC que nous avons redressés, donc nous avons considéré que ce n'étaient pas eux les employeurs, mais Uber. Donc en fait, ce n'est pas un sujet auto-entrepreneur, notre redressement. Donc, je le dis juste hein, pour la compréhension globale du sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup de taxes de VTC Uber, X, Pop... Ouais. W, je ne sais quoi, qui sont auto-entrepreneurs. Donc la nuance, de toute façon, s'il y a autant de chauffeurs Uber, c'est parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et c'est relié au phénomène d'ubérisation. Et ce qu'on reproche à l'URSSAF, c'est, enfin ce que j'ai pu lire dans les articles, c'est qu'effectivement il y a un souci d'adaptabilité justement à cette évolution du travail et à cette masse d'indépendants qui vient notamment remplir les rangs de Uber. Moi je voudrais qu'on soit extrêmement concret. J'avais une question très concrète puisqu'on parlait de flagrant délit. C'est un cas qu'on a eu régulièrement et on l'a traité l'année dernière aux assises. Alors je me mets dans la peau d'un auto-entrepreneur. Donc si je suis auto-entrepreneur par choix et que je travaille chez mon donneur d'ordre au quotidien et que cela me convient parfaitement, est-ce que je risque quand même d'être requalifié contre mon gré et évidemment contre celui de mon donneur d'ordre car j'exerce trop souvent directement chez mon donneur d'ordre? Alors, effectivement, enfin, la seule chose que je peux vous répondre sur ce sujet-là, mais finalement, comme dans tout sujet de droit du travail, il y a finalement le principe de dire les deux personnes sont d'accord, y compris sur un statut qui ne serait pas celui qui correspond à l'activité, nous, on ne le regarde pas. On va regarder l'activité, et la nature de l'activité, et à partir de ça, appliquer les textes. Voilà, c'est aussi... D'accord, donc que ce soit le donneur d'ordre ou l'auto-entrepreneur, personne n'est libre. Même si eux, ça leur convient très bien, c'est pas possible. Enfin, oui, on est dans un pays de droit, hein, donc nous, on est juste là pour juste constater que les textes sont bien appliqués. Et vous pouvez comprendre aussi qu'il y a certains auto-entrepreneurs qui ne comprennent pas que l'URSSAF s'initie dans ce genre de situation, qu'elles ont décidé, et que effectivement, on est dans un pays de droit, mais on est aussi dans un pays de liberté. La question se pose, en tout cas, sur ce cas concret. Je vous répondrai une nouvelle fois que nous avons une mission de service public et que l'État nous demande de contrôler et nous demande simplement de vérifier l'application des textes. À titre individuel et de ce que nous constatons tous sur le terrain, et l'URSSAF, après, on a été aussi auditionné par exemple par la commission Terrasse, donc on participe à la bonne compréhension des pouvoirs publics du phénomène. Après, une fois qu'on en arrive de fait au constat, finalement, j'ai envie de dire, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on essaie de décortiquer les choses et puis après de les qualifier. Encore une fois, c'est aussi ces choses-là et le débat que ça suscite qui font qu'après le politique s'en empare et éventuellement fera évoluer les lois. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'article 60 de la loi El Khomri.
Ces conséquences après, y compris en droit social, on en tiendra compte et on fera, selon les décrets d'application et les choses qui sortiront, on travaillera différemment. D'accord, donc l'URSSAF lit des lois, les exécute et n'a aucun je veux dire, point de vue, ou il n'y a aucun aspect, on est vraiment dans la pure exécution. Grégoire Leclerc, vous, sur ces questions de requalification, est-ce que, on va se tutoyer, on va pas faire genre, est-ce que tu penses qu'il faut éclaircir justement ces règles de requalification ? Alors oui, effectivement, on a souvent tendance à taper un peu vite sur l'URSSAF. C'est vrai que, d'une certaine manière, vous n'y pouvez rien. On est assez d'accord sur le constat que vous faites. Les textes sont les textes, on doit lire les textes, les appliquer. Bon, il se trouve que nous pensons, mais là pour le coup c'est en tant qu'organisme représentatif, nous pensons que les textes sont dépassés. Très clairement. Alors pourquoi? Pas parce qu'on cherche à précariser les gens ou faire en sorte qu'ils ne puissent pas un jour être qualifiés en contrat de travail si on a des cas d'abus très clairs. Alors les arrêts de jurisprudence d'ailleurs sont plutôt des cas qui viennent renforcer la présomption de salariat dans les cas d'abus. Hein. Les deux, il n'y a que 2 cas de jurisprudence en France sur l'auto-entrepreneur et ces 2 cas-là sont hyper clairs. C'est une femme de ménage qui travaille dans une salle de sport et un agent commercial dans une entreprise qui a déposé le bilan et qui travaillait effectivement à temps plein avec les moyens de l'entreprise, avec une contrainte horaire, avec le matériau fourni par l'entreprise, avec une rémunération fixe d'un mois sur l'autre. Donc on voit bien qu'on est dans l'ensemble le faisceau de critères de requalification, il est totalement respecté. Bon. Ceci dit, il y a quand même des cas, et c'est clair, c'est notre boulot de faire évoluer ça, il y a quand même des cas, et ils sont de plus en plus nombreux, d'auto-entrepreneurs qui ont choisi librement, par exemple, d'être secrétaire à domicile et de ne travailler que pour 1 ou 2 médecins, 1 ou 2 notaires, 1 ou 2 huissiers, etc., qui sont dans des cas, à la limite, à la lecture des textes, requalifiables en salariat, et qui pour autant, à notre avis, à nous, ne devraient pas être qualifiables. Ça, c'est un avis politique, ou en tout cas un avis du quotidien, du terrain, qui nous paraît voilà, déjà dépassé. Et alors, évidemment, le phénomène s'accélère dès qu'on parle des plateformes, parce que là, effectivement, Sergine Dupuis le disait très bien tout à l'heure, on est dans un paradoxe absolument incroyable, où on dit d'un côté aux plateformes « Ah, c'est pas bien, vous devez plus travailler à la protection sociale des gens qui œuvrent pour vous, donc vous devriez leur donner des avantages. » Et plus ils le font, plus ils se retrouvent. Mais plus vous faites ça, plus vous êtes susceptible d'être requalifié en salariat. Donc on dit non, surtout pas, ne le faites surtout pas, parce que vous allez être qualifié en salariat demain. Donc les plateformes, évidemment, elles ne savent plus sur quel pied danser. Soit elles protègent mieux, mais elles sont requalifiées, soit elles ne protègent pas. Donc du coup, les gens les accusent. Et effectivement, on entend Jérôme Pimaud dire bah voilà, on est mal soigné, on n'est pas écouté, on n'est pas suivi, on nous oblige des choses. Et si on le faisait, on serait requalifié en salariat. Donc on voit bien quand même qu'il y a cette espèce d'alternative. Donc il faut éclaircir et assouplir. Alors pour nous, il faut éclaircir et assouplir. Éclaircir, c'est-à-dire faire une sorte de liste à la Prévert des cas de requalification contre travail qui sont clairs pour tous, qui soient clairs pour tous. Je travaille plus de 20 heures par jour dans les locaux de l'entreprise, 20 heures par semaine dans les locaux de l'entreprise avec du matériel de l'entreprise, boum, je suis requalifié. Je travaille 2 heures par jour pendant une semaine avec le matériel de l'entreprise, la carte de visite de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, avec une dépendance économique à 100%, je suis requalifié. Voilà. Et les autres cas, des plateformes qui sont par exemple des plateformes totalement intermédiaires avec une relation physique inexistante entre le donneur d'ordre et le... Vous imaginez quand même qu'on est en train de prétendre requalifier des gens qui n'ont même jamais vu leur potentiel employeur. Quand on prétend, et alors j'aimerais bien que le juge prud'homal vienne m'expliquer, ça c'est un sujet intéressant d'ailleurs, comment il fait pour démontrer ça alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés et que pour autant il aurait exercé à distance un lien de subordination sur la personne. Honnêtement, c'est quand même très tiré par les cheveux, coupé en 4 en plus. Donc, bon. Merci Grégoire. Valentin Couble, vous êtes directeur en charge des auto-entrepreneurs à l'URSSAF. Est-ce que d'après vous, sur les cas que vous voyez, il faut éclaircir, il faut que ça soit plus lisible pour les auto-entrepreneurs, et est-ce que il faut assouplir aussi? Alors, sur la question de la lisibilité, ça me semble évident. On parle d'évolution de la société, d'ubérisation, la montée en charge des plateformes, la montée en charge des auto-entrepreneurs et de nombreux cas voilà, qui sont sujets, en tout cas pour certains, à interprétation, certains, voilà, des positions de l'URSSAF qui appliquent les textes comme elles les interprètent aujourd'hui, certains cas qui prêtent à discussion. Donc un besoin de précision, d'éclaircissement
éclaircissement de certains points, évidemment. Après, d'assouplissement, ça, je laisse juge le politique, et puis différentes personnes peuvent avoir des avis sur cette question. Je pense que l'URSSAF n'a pas à émettre un avis sur cette question. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de cas, j'imagine, depuis avec ce phénomène d'ubérisation. Vous avez depuis 2009, vous devez avoir de plus en plus de cas de ce qu'on soupçonne être un salarié déguisé. Donc ça sous-entend forcément une évolution, puisqu'il y a beaucoup plus de cas, parce que ça se développe. Non, vous n'avez pas d'avis? Non, enfin, personnellement, oui, je peux avoir un avis que je n'émettrai pas ici, mais encore une fois, je répéterai, je reprendrai les propos de M. Ollès. L'URSSAF applique les textes, certains textes demandent quelques précisions, la société évolue, la législation évolue également, donc oui, besoin de précision. Si je peux me permettre de compléter ce que dit Valentin. Alors on est aujourd'hui parmi vous, c'est aussi parce que voilà, on estime que c'est logique qu'on nous pose des questions et qu'on veuille comprendre. Il faut vous dire juste que sur finalement ce nouveau modèle économique qui est aujourd'hui plus qu'émergent, qui est cette économie autour des plateformes, nous on y réfléchit. On a un travail d'analyse aussi des différents modèles. Monsieur tout à l'heure parlait de business models différents, et pour tout vous dire, je ne citerai pas de nom de plateforme aujourd'hui, mais on analyse en interne que certaines plateformes, l'URSSAF n'a rien à dire là-dessus et sur le schéma qui est proposé. Il ne faut pas s'imaginer, le droit c'est quelque chose en mouvement, et nous on réfléchit. Et on a des nouveaux cas. C'est quoi le schéma pour lequel aucune... C'est secret? C'est pas que ça soit secret, c'est qu'aujourd'hui on est sur des choses, vous l'avez vu, la loi El Khomri vient de poser de nouvelles choses, on est sur un territoire, sur quelque chose de mouvant, quelque chose que je vous dirai aujourd'hui sera peut-être pas vrai dans 3 mois, une fois qu'une nouvelle loi sera sortie, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est juste pour vous dire qu'on réfléchit aussi sur le sujet et que c'est pas du systématique. Il faut se sortir de l'idée que l'URSSAF, hop, elle voit ça, allez, on va redresser parce que ça fait des cotisations. C'est pas vrai. Et juste pour terminer... Monsieur Ollès, c'est ça? Oui, juste pourquoi cette situation? Pourquoi on imagine à chaque fois qu'on va être qualifié que ça? C'est justement parce que c'est pas clair. Et vous nous dites qu'il y a effectivement des plateformes sur lesquelles leur schéma ne sera jamais l'objet d'une requalification de par le fonctionnement, sauf qu'on ne peut pas savoir ce schéma. Donc c'est sûr qu'on reste dans l'ambiguïté. On ne reste pas dans l'ambiguïté. Alors moi, de ce que je comprends depuis ce matin, ce nouveau modèle interroge tout le monde. Ce n'est pas l'URSSAF qui est interpellé, c'est que tout le monde, y compris les acteurs économiques qui examinent la viabilité ou pas d'un modèle. Pour y aller, pour continuer, on a parlé de plateformes qui aujourd'hui n'existent déjà plus, parce que finalement le business model n'était pas bon. L'URSSAF, c'est juste un acteur parmi d'autres auquel on demande d'analyser ça. Donc voilà, c'est un acteur qui inquiète sur ces questions de requalification. Bien sûr, mais c'est tout à fait compréhensible. Oui. Une réponse, Grégoire, peut-être? Non, mais c'est vrai que je trouve très positif le fait que vous vous posiez toutes ces questions, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire que de rester figé sur un principe de loi ou un principe d'exécution en disant les décrets et les textes sont comme ça, donc on le fait. Ce qu'on mesure bien de notre côté, c'est qu'il y a une forme d'urgence. Parce que, encore une fois, le modèle des plateformes tel qu'il existe, on a à peu près tous compris comment ça fonctionnait, il y a une commission qui est prélevée au passage. Ce modèle des plateformes, il est assez ténu. C'est-à-dire qu'il est encore fragile. Bien sûr, on estime 80 000 auto-entrepreneurs qui ont travaillé peu ou prou pour une plateforme au cours de l'année. C'est déjà beaucoup, mais ça reste un modèle avec des marges très faibles, avec une capacité à notamment mettre de côté pour protéger l'indépendant qui est faible. Et donc tout ce modèle-là, si en plus on vient lui faire peser au-dessus une forme d'épée de Damoclès, on dit attention, tous ces modèles-là ne sont pas encore validés par les textes ou les lois, et donc demain matin, vous pouvez vous retrouver sous le coup de requalification, peut-être pas massive, mais en tout cas exemplaire de certaines plateformes dans l'écosystème, ça risque de faire un peu... alors que n'oublions pas que ces plateformes donnent du boulot. Alors que ces plateformes, effectivement, ce qu'on mesure aussi, c'est que ces plateformes donnent du travail. Les plateformes apportent du chiffre d'affaires, ces plateformes développent l'activité d'un certain nombre d'auto-entrepreneurs, elles ne sont pas au niveau sociétal complètement neutres, quoi. Il y a quelque chose de très fort, 57%, pour ne citer qu'un chiffre, 57% des chauffeurs Uber n'étaient, avant de devenir chauffeurs sur la plateforme, ni en situation de salariat, ni même en situation de demandeur d'emploi. C'est-à-dire qu'ils étaient en décrochage complet
de la société, disons-le une bonne fois pour toutes. Ils étaient en situation de décrochage. Et donc c'est bien la valorisation de nouveaux talents et le rapprochement à une activité économique, une forme de statut dans la société que ces plateformes permettent. Et donc il faut essayer de faire concilier tout ce petit monde. C'est compliqué. Il y a l'État, il y a le politique, il y a les acteurs, les agents économiques, il y a les auto-entrepreneurs, il y a les représentants de tout ça. Il faut qu'on en parle, mais plus on ira vite et mieux ce sera. Et la présidentielle est une bonne occasion. On va passer maintenant à la question de la protection sociale. On peut dire que l'auto-entrepreneur se sent pas vraiment entrepreneur, pas vraiment salarié. C'est un peu un entre-deux qui bouscule les lignes. Grégoire, rappelle-nous ce que prévoit la loi El Khomri sur cette question, puisque c'est vraiment une avancée. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Alors, la loi El Khomri, c'est un petit pas. Bien sûr, c'est toujours pareil. Encore une fois, je répète, cette sorte de petit monde qui discute autour de ça. Il y a un certain nombre de parties à prendre en compte. Les plateformes d'un côté, les auto-entrepreneurs de l'autre, le législateur, le gouvernement, les syndicats de salariés qui étaient aussi, rappelons-le à l'époque, très opposés à cette loi. Et donc il a fallu quand même un sacré tour de passe-passe pour faire passer dans la loi El Khomri un article qui me semble assez révolutionnaire. Parce qu'on est quand même en train d'inscrire dans une loi qui ne traite que du droit du travail, des dispositions qui ne traitent que des gens qui ne sont pas dans le droit du travail. Quand même. Premièrement. Deuxièmement, on dit il faut engager une responsabilité sociale des plateformes, mais on voit bien que c'est extrêmement compliqué parce que toutes les plateformes n'ont pas les mêmes modèles, donc toutes les plateformes ne peuvent pas considérer qu'elles ont finalement à s'occuper de la protection sociale de leurs auto-entrepreneurs affiliés comme le feraient leurs voisines. Donc là, c'est pour les plateformes qui imposent des prix, hein. Voilà, donc il a fallu qu'on circonscrive le principe. Donc on a dit, c'est les plateformes qui imposent un prix, donc il y en a quelques-unes qui sont citées, et ces plateformes qui imposent un prix auront finalement 3 obligations supplémentaires. Fournir une garantie AT-MP, prendre en charge la contribution à la formation professionnelle et prendre en charge les frais de VAE. Ce qui est déjà une belle avancée. Bien sûr, on voudrait en demander plus. On pourrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une garantie 1% logement pour ceux qui peut-être, etc., etc. Mais peut-être pas non plus tomber dans le modèle du salariat. Alors, dans la loi, c'est écrit quand même que alors c'est pas écrit comme ça dans la loi, mais dans les motifs, c'est écrit que le fait de respecter ces 3 conditions ne rajoute pas des faisceaux d'indices supplémentaires aux indices de requalification. Bon, de toute façon, ça restera le juge qui décidera au moment venu si on doit requalifier ou pas. Mais c'est sûr que plus on en rajoute, plus on en rajoute, quoi. Donc la corbeille est lourde, et aussi pour les plateformes qui doivent payer tout ça quand même, hein, parce que c'est pas neutre. Et 200 € là, par exemple, qu'on comprenne bien, 200 €, c'est quelque chose qu'on paye dès le début pour chaque nouvel auto-entrepreneur recruté, ou c'est quelque chose de progressif dans l'année? Alors, ça, les décrets vont le dire, parce que les décrets ne sont pas rédigés. On s'est engagé avec ça va être simple encore. Avec Matignon et le ministère du Travail ainsi que Bercy à avoir des comités interministériels pendant l'automne. Normalement, ce qu'on va essayer de régler, c'est à partir de quand un auto-entrepreneur pourra prétendre à bénéficier de ces protections supplémentaires. Donc est-ce que c'est une durée d'affiliation? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est les deux? C'est sans doute cumulatif. Et est-ce que c'est ensuite comptabilisé par auto-entrepreneur mais payé par la plateforme, ou comptabilisé par auto-entrepreneur et payé à l'auto-entrepreneur? Si c'est payé par la plateforme, il faut les rassembler ensuite au niveau de l'État, donc c'est très compliqué en matière de manip système d'info, et bien sûr et au RSI et à la COS, enfin à l'URSSAF. Donc il y a tout un sujet de rédaction des décrets qui n'est pas du tout finalisé. Catherine Frondeau et Stéphanie Dechaume, merci d'être avec nous. Vous travaillez au RSI, vous êtes en charge de la protection donc, sociale des indépendants. Est-ce que pour vous ces évolutions sont suffisantes? Est-ce que vous avez un avis ou Alors, elles vont couvrir une certaine catégorie, hein, comme on vient de le dire, d'activités. Vous êtes Catherine ou vous êtes Stéphanie? Moi, c'est Stéphanie. Ok, très bien. Oui, donc, parce que, comme ça vient d'être dit, ça sera donc sur les plateformes très particulières, avec un prix fixé par la plateforme et une prestation qui est très cadrée par la plateforme. Donc, ça représente quand même une toute petite partie des auto-entrepreneurs. Donc, en gros, ceux qui font du salariat déguisé pour... ceux qui font du salariat déguisé pour l'URSSAF, doivent bénéficier d'une meilleure protection pour le RSI. Mais effectivement, on est quand même sur une certaine partie d'activité. Ça veut dire qu'on ne couvre pas forcément toutes les plateformes, et ça veut dire qu'on ne couvre pas les autres situations, hein, bien évidemment. Voilà, donc voilà, je ne sais pas quel pourcentage des auto-entrepreneurs ça peut représenter, mais on est sur quelques dizaines de milliers de personnes, voilà, sur 1 million de personnes qui sont aujourd'hui au statut auto-entrepreneur. Catherine, est-ce qu'il y a des... Je vous appelle par votre prénom. Hein. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour aller encore plus loin que ça au sein du RSI? Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce que disait Stéphanie, c'est que nous couvrons, nous assurons la protection sociale du million
d'auto-entrepreneurs. Là, on est vraiment dans un cas très particulier. Ce qui est certain, c'est que les auto-entrepreneurs, comme tous les travailleurs indépendants en France, ne sont pas couverts au RSI pour le risque professionnel et les accidents du travail. Il n'y a même pas une carence de 30 jours, quelque chose comme ça? Ça, c'est autre chose. Je vais laisser... Ah non, c'est pas 30 jours. Stéphanie va vous expliquer ça. Ce qui est certain, c'est que nous, ce que l'on fait, c'est réfléchir à la couverture sociale de tous les auto-entrepreneurs. On fait des propositions pour l'améliorer. Elle existe, ça c'est certain. Enfin voilà, on est là dans une situation, la situation des plateformes, c'est vraiment très c'est presque, enfin c'est vraiment un tout petit point. Oui, en fait, on en fait tout un foin, mais en fait, ça ne va pas toucher grand monde. Non, c'est pas ça que je dis. C'est vrai que c'est un sujet de société, mais disons que voilà, nous, on est sur la couverture maladie, retraite, invalidité, décès de l'ensemble des auto-entrepreneurs. Et je vais laisser Stéphanie, si vous voulez, vous donner quelques détails là-dessus. Allons-y, merci beaucoup. Oui, pour revenir sur le risque professionnel, aujourd'hui en France, un travailleur indépendant, qui soit auto-entrepreneur ou qui soit au régime réel, n'a pas de couverture du risque professionnel. Donc là, effectivement, c'est la première fois avec la loi El Khomri qu'on va avoir ce type de couverture, donc pour ce segment de population qu'on vient de décrire. Alors vous posez des questions sur tout ce qui est indemnité journalière. Oui, voilà. Très court, oui. Oui, alors très court. Aujourd'hui, donc les indemnités journalières en cas de maladie, les artisans, les commerçants en bénéficient et les professions libérales n'en profitent pas à ce jour, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on soit au régime réel. Il y a dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 une disposition qui prévoit que les professions libérales qui sont aujourd'hui affiliées à la CIPAV en droit retraite puissent arriver au RSI, et une des grandes avancées, il y en a deux, mais une très importante, c'est justement que ceci va permettre aux auto-entrepreneurs et aux personnes de régime réel qui sont en statut profession libérale de bénéficier d'indemnités journalières, qui seront celles qui sont aujourd'hui offertes aux artisans et aux commerçants. À partir d'un certain seuil de cotisation, c'est ça? Alors, pour pouvoir bénéficier effectivement d'indemnités journalières, il faut cotiser un minimum, et donc il faut cotiser sur l'équivalent d'un revenu de 3 800 €. Sur l'année? Voilà, sur l'année. Très bien. Voilà. Donc, c'est la règle générale qui vaut pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants au régime classique. Très bien. Alors moi Ludovic, j'aimerais bien faire deux incursions sur la partie... Mais je t'en prie, Grégoire. Bon, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure en propos introductif. Nous, on est très favorable à cette mesure inscrite dans le PLFSS 2017. Et pour deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que ça permettra à un certain nombre d'auto-entrepreneurs de ne pas avoir affaire et au RSI et à la CIPAV. Ça, c'est de la simplicité. Bon, je veux dire que ce soit l'un ou l'autre qui ait été choisi, à la limite, on a tiré au sort, c'est tombé sur le RSI, tant mieux pour eux, ou tant pis pour les autres, on s'en moque. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, ça permettrait quand même de ne gérer qu'un seul organisme et de simplifier. Et puis deuxièmement, c'est que pour 0,2% de cotisation supplémentaire, l'ensemble des professions libérales auront accès aux indemnités journalières. Donc en fait, ça coûte de fait très peu cher en supplément, y compris quand on est au-delà des plafonds ayant droit aux indemnités journalières, pour bénéficier des IJ qui sont, mais disons-le très clairement, une plainte récurrente chez nos affiliés qui nous disent tout le temps, et qui découvrent en fait, parce que d'ailleurs c'est pas clair, ils découvrent un beau matin, ils tombent malades, et ils découvrent un matin qu'ils n'ont pas d'indemnité journalière. Alors qu'au RSI, ils les auraient. Alors ils disent, pauvre de moi, j'aurais été plombier, j'en aurais, mais comme je suis informaticien, j'en ai pas. Voilà. Alors on l'explique pourquoi, c'est la loi. On dit, super la justice. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on soutiendra, j'espère que ça va passer. C'est tendu au niveau politique, mais je pense que ça va passer. Le deuxième point sur lequel je voudrais faire une incursion, c'est je voudrais parler aussi d'autre chose en matière de protection sociale. Je voudrais qu'on parle de la maternité. Alors je crois que Frédéric, tu as un témoignage à nous lire. Il faudrait qu'elle nous le lise parce que c'est vraiment instructif. Et merci. Effectivement, la loi ayant évolué, il y a des drôles de surprises. Donc ce message vient de Stéphanie, qui est enceinte de 7 mois et demi et qui a signé de son propre chef une rupture conventionnelle avec son ancien employeur, pensant avoir le temps justement sur la fin de son congé maternité avant la naissance de préparer son auto-entreprise et donc à créer son auto-entreprise à 7 mois et demi de grossesse. Donc je pense que vous avez toutes les deux deviné le problème. Donc la CPM l'a informée, comme elle a quitté la CPM du jour au lendemain, qu'elle avait été résiliée, que c'était ses droits acquis de congé maternité auxquels elle aurait eu le droit
ont été neutralisées et que ces allocations maternité allaient être réglées par le RSI. Et comme elle est toute neuve, qu'elle allait avoir le droit à 700 € sur sa période d'arrêt au lieu des 3 000, enfin, à 10% de la somme à laquelle elle a le droit. J'ai au quotidien, honnêtement, cette année, 7-8 personnes, 7-8 femmes comme ça qui découvrent tout d'un coup qu'il faut effectivement avoir cotisé un minimum, qui dans leur vie de salarié avaient acquis des droits, on ne les a pas informées. Elles créent leur entreprise du jour au lendemain et donc perdent tous les droits acquis et se retrouvent... Quand la loi, cet amendement était passé, j'avais regardé et j'avais vu quelque chose d'intéressant, c'est que le gouvernement poussait les femmes à créer des entreprises. J'ai vu ça, il y avait eu pas mal de discours là-dessus. Donc on nous pousse à avoir des entreprises, et puis aussi on nous pousse à avoir des enfants pour peupler la France, payer la retraite. Donc en fait, il faut avoir une entreprise, mais surtout pas faire d'enfants. Donc est-ce que faire des RSI, enfants, mais surtout pas avoir d'entreprise. Voilà. Donc est-ce qu'au RSI, vous avez pris conscience de ce problème? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Parce qu'il y en a un vrai, qui touche pas tout le monde. Je comprends l'idée de la loi qui était d'éviter la fraude, mais là, ça coince un peu. Alors, oui, c'est un problème, je dirais, assez bien près le micro. Pardon. C'est un problème, malheureusement, qui existe régulièrement. Donc, c'est toute la notion de transition d'un régime à l'autre. Alors, il y a des dispositions qui existent, ce qu'on appelle le maintien de droit dans notre jargon de professionnel, voilà, qui fonctionne normalement, mais c'est vrai que par ailleurs, c'est le gouvernement qui l'a souhaité pour éviter les situations de fraude, parce que c'est vrai qu'il y avait des personnes qui arrivaient dans le régime, qui n'avaient jamais cotisé, qui n'avaient jamais eu de droit nulle part et qui pouvaient bénéficier totalement des prestations à taux plein et qui avaient quelque chose qui n'allait pas. Donc peut-être que le gouvernement est allé trop loin, je ne sais pas, qu'il faut revisiter les choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, la règle, en matière de maternité, vous avez le droit dès le premier jour à avoir une ouverture de droit. Par contre, on calcule le niveau de votre prestation en fonction du niveau de revenus que vous avez déclaré. Et donc, pour faire très schématique, vous êtes en dessous du fameux 10% du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 800 €, vous avez le droit à 10% du montant de la prestation de base, et vous êtes au-dessus, vous avez le droit à 100%. Donc c'est une règle qui est, voilà, on peut la discuter, elle a été travaillée longtemps, hein, il y a eu plusieurs années de discussion du gouvernement, c'était pas quelque chose que portait le RSI, voilà, il faut peut-être retravailler le point, moi je suis ouverte. Ce qui, moi, me choque, c'est qu'elle a acquis tous ses droits en tant que salariée. En fait, elle aurait surtout pas dû créer son entreprise maintenant. C'est absurde. Il aurait fallu qu'elle attende 6 mois la naissance de son enfant pour créer. Parce que c'est quelqu'un qui avait, j'ai discuté avec elle, elle avait un très bon salaire, hein, voilà, elle a décidé d'aller dans son projet, mais trop tôt. Elle n'était pas informée. C'est ça le problème, c'est qu'elle avait des droits, elle en a quelque part. Moi, j'ai répondu d'une façon générale sur le cas d'espèce. Je pense qu'il faut le retravailler pour voir véritablement les droits qu'elle a au régime général ou pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur ces questions de requalification, de salariat déguisé. Et s'il y a une question, voilà. Je te laisse faire. Oui, c'est Jérôme. moi. Donc, par rapport aux gens de l'URSSAF, j'ai quand même lu un papier comme quoi l'URSSAF s'était prononcé sur le cas Uber. Ils avaient pris parti. Donc qu'en est-il de cette affaire en fait? J'ai entendu parler d'un procès qui allait prendre des années par rapport aussi au tribunal des affaires sociales. Alors, effectivement, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, le sujet Uber, finalement, il va dépendre des juges, puisque Uber a contesté le redressement qui lui a été notifié, et on est au niveau du tribunal des affaires sociales actuellement, et donc il devrait y avoir, ça devrait être plaidé d'ici la fin de l'année. Oui, il y a toujours une affaire de subjectivité, quoi, mais finalement c'est ça. C'est pas c'est vraiment, enfin, vraiment, hein, je le redis, c'est le principe du contradictoire, hein, tout simplement. On est dans un état de droit. L'URSSAF a lu les textes et les a interprétés à sa façon. Si il n'y avait pas de voie de contestation, là, on serait clairement dans quelque chose qui serait anormal. Aujourd'hui, c'est le jeu, c'est la voie normale. Vous comprenez qu'on puisse se dire que l'URSSAF interprète les textes aujourd'hui comme elle les interprétait en 1980?
Et je le confirme. Je vous disais tout à l'heure, hein, on n'est pas forcément sur un sujet si nouveau que ça. Ce qui a changé, quelque part, c'est le vecteur, mais pour nous, en termes de droit du travail, on n'a pas forcément changé parce que les textes n'ont pas forcément évolué non plus. Donc du coup, il n'y a pas de raison que la position de l'URSSAF évolue. Hein. Voilà, on renvoie à ce qui est, on se tient hein, à notre rôle. Hein. Valentin l'a dit tout à l'heure, on a aussi nos façons de voir les choses. Dans notre rôle de tous les jours de l'URSSAF, on applique des textes. Il n'y a pas de raison que la position de l'URSSAF évolue, mais Grégoire, j'aimerais avoir ton retour, parce que j'ai lu un article dans lequel tu dis que l'URSSAF a tout faux. Donc l'URSSAF a forcément un point de vue, a forcément une position. Non, ce que je dis, c'est que... Je passe en gros. Hein, oui. Donc, non, mais c'est un article que vous pourrez tous trouver sur Internet, donc je ne vais pas me cacher de l'avoir écrit. Ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être plus fin à faire que de communiquer. D'ailleurs, c'est pas l'URSSAF qui a communiqué, et ça s'est passé de manière un peu inattendue dans une réunion à Bercy où on n'aurait pas dû en parler. Bon, il se trouve que ça a été communiqué. Et le pire dans cette histoire, c'est pas tellement le fait que l'URSSAF attaque Uber ou que Uber se défende de l'URSSAF ou qu'il y ait une contradiction, que ça passe au tribunal. Comme je dis toujours, je préfère un dialogue social entre personnes de bonne composition autour d'une table qu'un discours devant des tribunaux qui n'amène en général à rien si ce n'est à faire de la jurisprudence. Mais parfois la jurisprudence on la traîne pendant 50 ans hein, et on n'en est pas satisfait. Donc je pense que c'était le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît assez terrible dans cette affaire, c'est que ça soit communiqué. Finalement cette affaire ne regarde que Uber et l'URSSAF. Elle ne regarde pas l'ensemble des plateformes, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est un truc entre eux deux. Et donc finalement, c'est pas... Parce que le problème principal... Qui a communiqué, Greg? Je sais pas qui a communiqué, ça s'est fait d'une manière... si c'est pas l'URSSAF, c'est Uber, ou alors c'est une fuite classique dans la presse. C'est une fuite classique, c'est une fuite un peu plus classique que les autres, dans une réunion où il y avait des journalistes qui n'auraient pas dû entendre ça, et bon, ça s'est fait, ça s'est su. Bon, mais le fait que ça se sache rend, à mon avis, fait peser le glaive encore plus lourd sur l'ensemble de l'écosystème des plateformes, qui voient finalement les nuages s'amonceler, parce qu'on parle de ça, mais bien sûr on parle de l'affaire de Take It Easy qui dépose le bilan avec les associations qui... D'accord, mais on va pas censurer la presse, ils ont une info par rapport à... Ah non, mais j'ai pas dit ça. Je dis qu'il aurait mieux valu que l'information reste très confidentielle de la part de l'URSSAF, et que ça soit sorti, c'est pas très malin. Ah, donc tu dis que c'est à cause de l'URSSAF que c'est sorti. C'est pas si c'est à cause de l'URSSAF, c'est pas l'URSSAF qui l'a communiqué l'info, mais elle est sortie de chez eux. Voilà. Ok. Enfin, c'est quand même bien de le redire, c'est pas dans les méthodes de l'URSSAF de se servir de la presse. Donc là, bon, c'est malheureux hein, que ça soit sorti, et très honnêtement, alors, c'est pas notre initiative. Très clairement, c'est pas notre. On ne commente éventuellement nous des décisions que quand elles sont jugées, et que, toi on en parlait, quand on a été jusqu'en cour de cassation et que la dernière décision est arrivée. Jusqu'à ce point-là, nous on n'a pas à préjuger de ce que va dire la justice. On est un acteur, donc c'est par nature, on ne communique pas. Donc effectivement, nous aussi on trouve ça malheureux que cette histoire URSSAF-Uber qui vient perturber quelque part un peu le débat soit sortie. On a filtré. On n'a pas parlé d'URSSAF, on a parlé de Bercy, hein, je vous le rappelle. Oui, mais il y a des petits sous-entendus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, que ce soit sur la requalification, la protection sociale, etc. Catherine? Stéphanie, Catherine, je ne sais plus. Moi, je voulais juste dire quand même, aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, ça représente 45% des travailleurs indépendants en France. Très vite, dans les années qui viennent, sur les professions libérales, ils seront majoritaires. Après, suivront les artisans, puis les commerçants. Donc, pour le RSI, c'est vraiment c'est très important. C'est un enjeu de service, de leur offrir une prestation sociale. Et les critiques sont nombreuses à l'égard du RSI. Hein. Comment? Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment important de réfléchir à un cadre social qui leur permette d'être couverts correctement par rapport à des niveaux d'activité qui sont aujourd'hui quand même limités dans une immense majorité de cas. Si je peux ajouter donc les... Valentin, c'est ça? Voilà. Valentin Couble de l'URSSAF. Dans le statut de micro-entrepreneur simplifie l'accès à l'entrepreneuriat. Je voulais aussi préciser que les URSSAF, et notamment l'URSSAF Île-de-France, travaillent avec les micro-entrepreneurs pour simplifier les formalités administratives qui ne sont pas toujours à la fois la compréhension de la loi, la compréhension des circuits administratifs ne sont pas toujours immédiatement évidents pour ces nouveaux entrepreneurs, et
et qu'on mène un ensemble d'actions pour simplifier ces formalités. Notamment, on travaille sur les aspects de dématérialisation, que ce soit sur l'aspect déclaratif ou sur l'aspect paiement des cotisations sociales, et que l'ensemble des auto-entrepreneurs a intérêt à aller vers ces démarches simplifiées, dématérialisées, qui leur permettent de se consacrer à leur activité professionnelle et passer moins de temps sur les démarches administratives. Mais ça, il y a encore un peu de boulot aussi. Encore un petit peu de travail. Merci. Alors, merci pour vos deux remarques. J'en profite pour vous remercier à nouveau d'être venu, parce qu'effectivement, je le redisais tout à l'heure, mais c'est important qu'on puisse avoir des échanges et des discussions avec vous. Nous, on ne travaille pas, depuis le début d'ailleurs, on ne travaille jamais contre les organismes ou avec une logique qui serait une logique uniquement revendicative. On est beaucoup plus dans la logique de travailler avec les organismes, avec le RSI, je pense qu'ils peuvent en témoigner, avec l'URSSAF, avec la CIPAV, avec tout ça. C'est important pour nous, avec le Pôle emploi, on a construit des actions, avec la DGFIP, sur la CFE. Donc on est là pour ça et on continuera à le faire demain. Et je profite de ce que vous disiez par rapport à la densité de population qu'on représente au RSI. Et oui, la roue tourne. Alors, la roue tourne. Effectivement, les artisans et les commerçants seront, à partir de 2018 ou 2019, minoritaires au RSI, et les auto-entrepreneurs seront majoritaires. Alors, c'est la forme classique. On peut être artisan, commerçant, auto-entrepreneur, mais en tout cas, les autres régimes seront minoritaires comparés aux auto-entrepreneurs. Ça a des impacts importants pour nous, et je vous dis quand même, aujourd'hui, à quelques exceptions près, il n'y a pas d'auto-entrepreneurs qui siègent dans les organismes représentatifs. Alors, il n'y en a aucun à la CIPAV, il y en a quelques-uns au RSI, dans certaines caisses régionales. Très peu. Bon, c'est un enjeu, peut-être même que c'est un enjeu électoral. Peut-être qu'on ira, on y réfléchit très sérieusement, autant dire que la décision est quasiment prise, on ira sans doute devant les urnes en 2018 pour présenter des listes d'auto-entrepreneurs au RSI, pour avoir enfin des représentants partout dans cet organisme, alors peut-être si décrié, je ne sais pas s'il est si décrié que ça, en tout cas il est central pour nous et on veut prendre des décisions, on veut peser sur le RSI. Voilà. Donc on le fera, je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si on aura les moyens, je ne sais pas si on aura des succès, mais on veut en tant qu'auto-entrepreneur peser sur le RSI et être des représentants actifs. Merci à vous 5 pour cette deuxième table ronde. Grégoire, je vais te laisser conclure avec un petit mot ces assises puisque c'est terminé. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus. Je voudrais quand même remercier aussi, parce que c'est quand même le plus important, l'URSSAF encore. L'URSSAF, c'est important, mais je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de la Fédé, parce qu'il y a 9 personnes qui travaillent quand même presque au quotidien avec nous. Donc l'ensemble du bureau, Ludovic Frédéric, notre permanente Liliane qui est là ce matin. Et puis bien sûr les 2 délégués qui sont au fond, Gwenaël et Florian, qui sont venus aussi de région pour être avec nous lors de cet événement. Voilà, donc soutenez la Fédé, parlez de la Fédé, faites connaître la Fédé. Adhérez à la Fédé. Adhérez à la Fédé. C'est pas cher en plus. Suivez nos actualités, accompagnez-nous parce qu'on a besoin d'être le plus nombreux possible pour justement être représentés et s'occuper de ce million d'auto-entrepreneurs en France. Merci à tous. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un petit buffet ou je dis des bêtises, Grégoire? Oui, il y a un petit buffet dans l'espace networking juste à côté. Ok, donc il y a bien un petit buffet juste à côté. Voilà.